La pleine lune a montré son visage pâle à travers les légers nuages hivernaux du ciel nocturne. La neige gisait en calotte sur les branches des épicéas et des pins. Dans une maison, les fenêtres brillaient confortablement. Le clair de lune pénétrait à l'intérieur, illuminant faiblement la décoration. Des objets et des vêtements étaient éparpillés sur le sol. Dans cet endroit, les gens s'adonnaient aux plaisirs amoureux. Ils n'avaient pas peur d'exprimer et de réaliser leurs désirs secrets. Il n'y avait pas de mots d'amour ici, mais il y avait de tout pour tout le monde, et une totale liberté de choix et d'action. Et de la fumée s'échappait derrière l'écran. Un soupir incontrôlable se fit entendre de là. Le monsieur était assis dans une position détendue. Il fumait, sirotant lentement la fumée et libérant des nuages de son nez. Il y avait un cendrier à proximité, où le souverain secouait les cendres. Un jeune homme musclé vêtu d'une robe ample était assis, les jambes repliées sur le sol, les yeux fermés. Puis, avec un grognement déçu, il appela Eun-ha par son nom. La fille lui tournait le dos. Selon le maître, elle était têtue et refusait donc de parler. La belle serra le poing, retenant ses émotions. Et elle a demandé si vous vouliez voir ça. Mais il se souvient qu'il était aveugle. Et comme les yeux ne pouvaient voir, il désirait le plaisir des oreilles. Le monsieur a donné l'argent pour cette raison, afin d'acheter son vote. La jeune femme reconnut qu'il avait raison, et que sa voix avait été achetée et appartenait désormais au maître. Mais ces gens n'ont pas payé Eun-ha, et donc à partir de maintenant, elle ne dira plus un mot. La jeune fille a dit que s'il n'écoutait pas seulement sa voix, elle préférerait garder le silence. Le monsieur se précipita en avant pour toucher le bout de la pipe à son menton, et il lui a demandé si elle lui ferait plaisir si elle chassait tout d'ici. La jeune fille frémit lorsque la pipe attrapa le fil de son kimono. Tirant dessus, l'homme exigea une réponse. La peur et la confusion se lisaient sur le visage d'Eun-ha, et l'interlocuteur a insisté pour répondre si elle le divertirait. La jeune fille se mordit la lèvre. Un tremblement parcourut son corps. Un jour, elle a osé y penser. Le monsieur était extérieurement cruel. Mais notre héroïne espérait que derrière cela pourrait se cacher quelque chose de semblable à elle-même. La jeune fille pensa que cela pourrait être ce qui les reliait par un fil invisible. Et voilà que notre héroïne était à genoux devant lui, baissant docilement la tête, entièrement en son pouvoir. Et elle dit que si le maître le voulait, qu'il les chasse et qu'il la touche. Le seigneur fut surpris de sa réponse, et elle avait peur d'avoir commis une erreur. Après une pause, l'homme appela Yuljae, et il ordonna aux serviteurs d'arracher les yeux de ces gens et de leur couper la langue. Le regret, la panique et la peur sont apparus dans les yeux d'Eun-ha, mais elle n'osait rien faire ni s'opposer alors que tout se passait sous ses yeux. Les larmes coulèrent des yeux de la jeune fille tandis que le sang coulait sur son visage. Le monsieur lui a demandé de ne pas pleurer. Il a assuré que cela se produirait jusqu'à ce qu'elle paie intégralement son évasion. Le maître a assuré à Eun-ha qu'il n'avait pas l'intention de la tuer. En même temps, il rapprocha son visage pour un baiser passionné. Il y a 3 mois, il y avait de la neige qui recouvrait les montagnes d'un manteau blanc. La nature dormait, enveloppée de froid et de gel. Des voix se sont fait entendre dans toute la zone, appelant à se diriger vers le nord. Le gros animal a tenté d'échapper à ses poursuivants. L'homme a dit que tout devait être fait correctement. Un autre a assuré que la créature était grande, comme un ours. Le jeune homme, trébuchant, courut et frappa de toutes ses forces dans la marmite en fonte avec un marteau. Et en plus de ça, il encourageait ce foutu cochon avec sa voix. Mais à un moment donné, son pied a glissé, et il est tombé dans la neige. À ce moment-là, l'animal sauvage en colère se précipitait vers lui à une vitesse inexorable. Le visage de Man-Bok se tordit d'horreur à l'idée d'une mort imminente. Ses camarades ne pouvaient pas l'aider à ce moment-là, car ils étaient loin, et aucune aide ne pouvait venir. Mais ensuite, le bruit d'un coup de feu se fit entendre. Le sang de la tête du sanglier éclaboussa le visage du jeune homme. La carcasse d'un animal sauvage s'est effondrée à quelques mètres seulement. Une voix douce sortit le gars de sa stupeur, lui demandant s'il allait bien. Une jeune brune se tenait devant lui avec un pistolet à la main, ce qui était si incompatible avec sa nature douce. Elle a assuré qu'un peu plus et quelque chose d'irréparable aurait pu se produire. Le batteur essaya de dire quelque chose en bégayant, mais tout ce qui en sortait, ce sont des murmures incohérents et des sons isolés. S'étant rapidement maîtrisé, il fut capable de prononcer des mots de gratitude. Mais ensuite, la fille a été appelée par son nom. Une brune avec un kimono bleu a demandé à Eun-ha si elle était blessée. Il passa son bras autour de ses épaules et l'entraîna, ne se retournant qu'une seule fois vers le jeune batteur, qui était à moitié mort de peur. Il a dit qu'il devrait quand même revenir dès qu'ils auraient fini.
La jeune fille a assuré qu'elle allait s'arrêter dans une librairie en chemin pour acheter des livres et rembourser ses dettes. L'interlocuteur acquiesça avec un sourire. Après tout, il aurait dû lui-même s'arrêter à Buin pour voir sa mère. Pendant ce temps, les camarades encerclèrent le batteur, et ils ont demandé si Manbok allait bien. Le jeune homme demanda à son frère qui était ce bel homme. Il assura que le jeune maître était de la maison de Panso. Mais il s'intéressait à celui qui était le plus petit à côté de lui. Le parent était surpris que Manbok ne connaisse pas Eun-ha. Il a scandé le nom de la fille extraordinaire. Et soudain, je me suis souvenu des conversations sur ma sœur cadette Ki Saeng-yong, qui était la meilleure de Boingguan. C'était une journée claire et ensoleillée. La chaleur a rongé la couverture neigeuse par endroits. Et il y avait même des plantes vivantes visibles. Un groupe de filles se dirigeait quelque part, poursuivant des intérêts communs. Une question retentit à travers le mur sur un ton indigné. La jeune fille a demandé à la dame ce qu'elle voulait dire. Ses cheveux étaient coiffés en chignon. La vieille dame fumait. Elle a déclaré d'un ton neutre qu'il n'y avait aucune raison d'être surprise. Et elle pensait qu'on ne pouvait plus s'occuper d'elle comme avant. La dame pensait que le jeune Eun-ha devrait apprendre à quoi ressemble la vie de Ji-saeng. La jeune fille a demandé de clarifier ce qu'elle voulait dire. Et elle ne pouvait pas croire qu'Eun-ha allait être incluse dans le kijok. Assise à genoux devant la dame, elle a assuré qu'Eun-ha ne devait pas devenir un Ji-saeng. Mais la vieille dame ne comprenait pas pourquoi cela se produisait. Elle a assuré que chaque jour, toute une file d'hommes faisait la queue et rêvait de prendre possession d'elle. Le principal croyait qu'une telle beauté ne devait pas être gaspillée. Et il a semblé à ma sœur que de nombreuses mains se tendaient vers la jeune Eun-ha. Elle a essayé de s'opposer à la maîtresse. Mais elle a répondu avec colère en demandant ce que faisait maintenant la sœur cadette de l'interlocuteur. Dès son plus jeune âge, la fille était nourrie, habillée et éduquée. Et maintenant, elle marchait librement avec les hommes et chassait avec eux sur un pied d'égalité. La dame pensait qu'Eun-ha était si ingrate qu'elle s'est impliquée avec le jeune maître et a passé du temps avec lui. Le mentor était sûr qu'il avait dans ses pensées un désir passionné de goûter aux fruits défendus lorsqu'il était à côté de la jeune Eun-ha et qu'il la touchait doucement. Elle a rappelé que le jeune maître Yoon n'était pas seulement le fils du grand général Yoon Panso, mais aussi sa chair et son sang. Et en tant que mère, je ne voulais pas supporter qu'on lui dise qu'il n'était bon que pour moi. Une femme respectée car il était le fils d'un Ji-saeng. Et savait-elle pourquoi elle essayait elle-même de rester à l'écart du jeune maître? La jeune fille a dit qu'elle regrettait de ne pas avoir pu empêcher cela plus tôt. Et elle m'a convaincue que quelque chose comme ça ne se reproduirait plus. Sans finir, elle eut une quinte de tout. La maîtresse remarqua que la fille était malade à chaque fois que l'Ibdon commençait. Elle fit tomber les cendres alors que sa pupille toussait à nouveau. La jeune fille a assuré qu'elle veillerait à ce que sa sœur ne contacte plus jamais le jeune maître. Elle pensait qu'elle gérait mieux le rôle qu'Eun-ha. Et elle m'a demandé d'oublier ce malentendu. La dame a remarqué que dans un tel état, elle ne pourrait même pas recevoir d'invités aujourd'hui. Mais elle parle toujours de protection. Les yeux baissés, la jeune fille a assuré qu'elle ferait tout ce qu'on lui dirait. Mais en retour, elle l'a supplié d'arrêter de parler de l'ajout d'Eun-ha à la liste des Ji-saeng. Le mentor a informé Belga que M. Cho Young-ho la voulait comme concubine. Mais le choix appartenait à la fille elle-même. Elle pouvait accepter l'offre et payer la rançon, ou permettre à sa sœur de servir les hommes. Mais si son corps, qui vaut quelques centimes, perd de sa valeur, alors quoi qu'il arrive, Eun-ha remplacera sa sœur. Le soleil s'est levé derrière les montagnes, illuminant le début de la journée. La nature était remplie de lumière et acquérait les couleurs vives de la vie. Eun-ha et le jeune maître ont traversé le marché en passant devant les galeries marchandes. La jeune fille l'a sincèrement remercié, car les médicaments coûtaient cher. La jeune fille serrait soigneusement un certain paquet de linge. L'interlocuteur a remarqué que sa sœur était souvent malade à cette période de l'année, et Eun-ha prenait toujours soin d'elle. Il m'a demandé de me faire savoir si quelque chose d'autre était nécessaire. Le monsieur a assuré qu'il pouvait donner une pièce d'or, mais craignait qu'il soit à nouveau refusé. La jeune fille a assuré que c'était effectivement suffisant. Le jeune homme a demandé si Eun-ha traversait une période difficile, et il lui a assuré qu'elle était désolée de devoir travailler dur avec un corps aussi fragile. La jeune femme serra le paquet, et elle lui a demandé s'il se souvenait de la chasse au tigre il y a 5 jours. Ce jour-là, ma sœur a remarqué une égratignure sur une branche sur le corps d'Eun-ha, et est devenue très en colère. Ensuite, Belgum a déclaré que sa sœur n'aurait pas dû être impliquée dans un travail aussi dangereux. De plus, cela a été dit avec une intonation inhabituellement haute. Il s'est avéré que l'ivrogne avait coupé sa fille en lui lançant une bouteille. Eun-ha a dit au maître qu'elle mentirait si elle disait qu'elle ne travaillait pas dur. Mais ça lui convenait quand même.
Après tout, c'était incomparable à ceux que sa sœur avait dû traverser. La jeune fille croyait que si elle économisait un centime ou deux, elle pourrait espérer vivre une vie ordinaire à l'avenir. Elle a donc demandé à monsieur de ne pas trop s'inquiéter pour elle. Et elle était reconnaissante qu'une personne aussi insignifiante qu'elle ait eu l'opportunité de faire de telles choses. Après tout, Eun-ha savait manier les armes, et aussi écrire et lire dans les langues occidentales et coréennes. Et tout cela, c'était grâce au jeune maître. La jeune fille n'a pas remarqué qu'ils étaient déjà arrivés à la librairie, et elle a demandé au jeune maître s'il voulait bien se joindre à lui aussi. Le jeune homme a assuré qu'il attendrait ici, mais elle pouvait prendre son temps. Eun-ha a souri légèrement et a promis qu'elle reviendrait bientôt. La jeune fille entra et ferma la porte derrière elle. Et elle annonça haut et fort sa visite à Ajushi. Eun-ha regarda autour de lui. Elle arrêta Ajushi et le chercha. En même temps, plaçait le sac à porter sur la table. Bientôt, en réponse à son appel, un homme apparut de la pièce voisine. Tenant des livres à la main, il a demandé à l'invité ce qu'il lui avait apporté aujourd'hui. La jeune fille a dit qu'elle voulait rembourser ses dettes. Et voyant son visage sombre, elle lui demanda comment il se sentait et s'il était tombé malade par hasard. L'homme n'a pas répondu à sa question. Mais il a remis les livres, puisque Eun-ha était déjà passé. Il a signalé qu'il n'y avait pas beaucoup de gens dans cet endroit qui connaissaient cette langue. Et Eun-ha était la seule à pouvoir le lire. Elle pouvait donc garder ses livres pour elle. Des mots de gratitude ont suivi. La jeune fille a demandé s'il y avait un nouvel emploi pour elle. Mais la réponse d'Ajushi fut négative. Il a assuré qu'il vous le ferait savoir dès que quelque chose apparaîtrait. Il rit et demanda si le jeune maître attendait Eun-ha dehors. Et il conseilla à la jeune fille de se dépêcher, car il faisait plutôt frais dehors. La jeune fille demanda à nouveau si Ajushi était malade. Mais il agita les mains en réponse. Et il a assuré qu'il était en meilleure santé que jamais. Bientôt Ajushi revint vers son hôte. Le propriétaire du magasin s'est excusé pour le tumulte. Et il m'a demandé de lui dire le nom du livre qu'il cherchait. La personne avec la canne a demandé s'il y avait ici quelqu'un qui parlait la langue de la région occidentale. Ajushi a assuré qu'ils n'étaient que deux. L'invité a touché le sac qu'Eun-ha avait récemment laissé derrière lui. Et il a exprimé à voix haute son hypothèse selon laquelle l'un de ces deux-là portait un shako. Le jeune invité du magasin a assuré qu'il souhaitait trouver une personne capable de lire le shonjisa de manière professionnelle, puisqu'il était lui-même aveugle. Ajushi était confus et ne savait pas comment réagir face à cela. La personne avec la canne a demandé si ces paroles étaient vraiment difficiles à croire. Et dans ce cas, il m'a demandé de me mettre d'accord avec cette fille, pour qu'elle accepte de devenir son shonjisu. Eun-ha avait l'air confus et même effrayé. Le livre et les médicaments lui tombèrent des mains. La jeune femme a essayé de découvrir ce qui se passait ici. Après tout, sa sœur a dû se reposer à cause d'une maladie. Le monsieur en colère a insulté Ji Sang-young. Il était en colère parce que la jeune fille refusait de se déshabiller. L'homme était sur le point de lui donner un coup de pied, mais Eun-ha a crié et s'est précipitée pour protéger sa sœur, prenant elle-même le coup. La sœur aînée tendit la main vers la jeune fille. Le client n'a pas compris ce qui se passait. Son visage se tordit de colère et d'irritation. Un fragment de cruche en terre cuite gisait sur le sol. L'homme avait prévu d'en profiter. Tenant un tesson d'argile dans sa main, le visiteur en colère balança la main. Il décida que puisque tout le monde était devenu fou, ils mourraient ensemble. Soudain, quelqu'un lui saisit fermement la main avec le fragment par le poignet, le retenant du cou. C'était le jeune maître Yoon. Il a conseillé au visiteur en colère d'être plus prudent. L'homme stupéfait le reconnut. Et il demanda avec surprise pourquoi il était là. Le jeune homme serra fermement le poignet de l'homme avec un fragment dans sa main. Le client bégayait et le suppliait d'arrêter. Irrité, le visiteur justifie son comportement en affirmant que le Jisaeng refuse d'exécuter ses ordres. Deux silhouettes féminines au sol se figèrent de peur. Le jeune maître lâcha la main de l'homme. Il a supposé que le client était ivre et avait oublié les yeux supplémentaires qui l'entouraient. L'éclat a glissé des mains du visiteur et est tombé au sol. Les employés de l'établissement ont regardé par les portes ouvertes des locaux. Monsieur Yoon a donné l'ordre. Nous devons préparer la salle et y escorter monsieur. La propriétaire de l'établissement s'est excusée auprès du client de ne pas pouvoir éduquer correctement les enfants de naissance basse. Elle a promis de le servir correctement la prochaine fois. Le jeune maître se tenait devant la porte ouverte de la pièce. Il se tourna vers le propriétaire de l'établissement. La belle femme était sa mère. La suprême Kisaeng baissa les yeux. Elle demanda au jeune maître de rester un moment. Puis son regard tomba sur deux filles qui étaient restées assises par terre pendant tout ce temps. L'hôtesse a commencé à blâmer Young pour ce qui s'était passé. Les deux filles tremblaient silencieusement. L'aînée leva les yeux vers sa sœur.
Tous deux avaient les larmes qui coulèrent sur leurs joues. Je voulais que tout ce qui se passait soit un cauchemar ordinaire. Il y avait de la neige sur les toits des maisons. Une silhouette élancée vêtue de vêtements de garçon est apparue sur le seuil de la librairie. Le simple fait de penser aux événements d'hier fit serrer le cœur d'Eun-ha. Elle soupira lourdement et s'enfonça dans ses souvenirs. La jeune femme est venue voir sa sœur et l'a persuadée de tout lui expliquer correctement. On ne savait pas exactement ce que Young avait fait pour elle. « Et que voulait dire, madame ?» L'aînée a dit que la fille n'avait besoin de rien savoir. Eun-ha était surprise que sa sœur la considère toujours comme une enfant déraisonnable. Elle ne pouvait pas faire semblant quand elle voyait tout de ses propres yeux. Ma sœur ne voulait même pas se retourner. Des larmes amères coulaient en torrent sur le visage de Ji-saeng-young. Deux jeunes femmes étaient assises à genoux sur le sol. L'aînée a demandé pardon à Eun-ha. Elle était vraiment désolée. La jeune fille serra les poings. Elle réalisa que si sa sœur n'était pas devenue Ji-saeng grâce à elle, elle n'aurait pas autant souffert. Lee Yeon était la fleur la plus désirée de Buyongwan. Sa beauté était chantée. Des portraits ont été peints. Elle était admirée, mais elle a perdu ses parents très jeunes. Et elle est restée sans le sou. De plus, elle avait une sœur cadette dont elle devait s'occuper. Par conséquent, la fille était alors prête à tout. Yeon a reçu de la nourriture et a nourri sa petite sœur. Ils dormirent souvent à même le sol, jusqu'à ce que quelqu'un les remarque accidentellement. Les yeux immenses de la jeune fille étaient pleins de larmes. La tête de la petite sœur reposait sur son épaule. La dame richement vêtue tourna son attention vers l'orphelin. Elle a demandé quel était son nom. 10 années entières se sont écoulées depuis, et pendant tout le temps où Young était une Ji-saeng, elle n'était pas considérée comme une personne. De plus, les filles qui atteignaient l'âge adulte étaient traitées comme de la saleté. Après tout, la demande concernait les jeunes. Par conséquent, avant l'hiver prochain, une rançon doit être payée et le nom de Yeon retiré du kijok. Et le seul désir de la jeune femme était que sa sœur aînée mène la vie d'une femme ordinaire. À partir de ce moment, Eun-ha rassembla son courage et commença à agir. Et peu importe qu'il s'agisse d'une chasse ou d'une mission aléatoire. L'essentiel est que son travail rapporte de l'argent. La jeune fille s'est tournée vers le propriétaire de la librairie pour obtenir de l'aide. Elle a demandé à Ah Si-song de lui confier du travail. La jeune femme a admis que Han-soo avait été particulièrement cruel envers sa sœur aînée ces derniers temps. L'homme y réfléchit. Il regarda Eun-ha et décida de lui demander quelque chose. La jeune fille se figea et ne quitta pas le propriétaire de la boutique de son regard tendu. L'homme lui a tout dit. Et puis il a demandé si la fille s'opposait à quelque chose comme ça. Les rayons du soleil couchant colorèrent le ciel. Tout autour était enveloppé de silence et de calme. Soudain, ce silence fut rompu par un grand craquement. La porte s'ouvrit et un homme apparut sur le seuil. Eun-ha se figea de peur. L'inconnu l'a invité à entrer. La jeune femme avala nerveusement la boule dans sa gorge. La jeune fille suivit son guide. Il expliqua qu'un noble gentleman avait besoin d'un homme capable de lire la langue de la région occidentale. L'homme a dit qu'il avait besoin d'aide en raison de sa cécité. Eun-ha a demandé si ce monsieur ne pouvait vraiment pas voir du tout. Le guide a admis que le noble gentleman était venu pour améliorer sa santé. Il y avait des hommes armés dans la cour qu'il traversait. La jeune fille se souvient de sa conversation avec le propriétaire de la librairie. Il était intéressant de savoir combien de pièces d'or un homme noble serait prêt à payer pour ses efforts. La jeune fille suivit son escorte jusqu'à l'endroit. Elle fut accueillie par un grand homme aux cheveux noirs qui se tourna brusquement et invita Eun-ha à le suivre. La jeune fille s'empressa de le suivre. Elle suivit son guide presque au pas de course. Bientôt, ils traversèrent une grande cour déserte. La brune marchait sans se retourner. Il donna à la jeune fille l'ordre de ne pas bavarder en vain, mais d'attendre l'ordre du maître. Et il a également conseillé de ne pas se lever à genoux. Il demanda sèchement si la jeune fille avait tout compris. Et bientôt, j'ai entendu une réponse affirmative. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la chambre et le domestique s'adressa au maître. Il rapporta que Chong Gi-soo était déjà là. On entendit la permission d'entrer et les portes coulissantes de la pièce s'ouvrirent. La fille est entrée et s'est figée. Elle regarda le monsieur avec surprise. La jeune femme n'arrivait pas à croire que l'employeur soit réellement aveugle. Après tout, en apparence, cela n'était pas du tout perceptible. Un homme musclé était assis dans une position détendue. La robe sur sa poitrine était ouverte. Une pipe avec un long embout fumait dans sa main. Eun-ha a immédiatement pensé qu'Aju Si-song avait gâché quelque chose. Cet homme ne lui semblait pas aveugle. Une voix l'a sorti de ses pensées. On a demandé à la jeune fille de se rapprocher. La jeune femme s'est approchée avec peur et s'est agenouillée. Mais le maître a ordonné de s'approcher encore plus. Eun-ha avait peur. Déglutissant nerveusement, elle se rapprocha un peu.
Mais le maître a ordonné encore plus près. L'invité a supplié, et elle déclara que si le hérisson s'approchait, il toucherait le corps du maître. Il attrapa la jeune fille par les vêtements et la tira vers lui. Les yeux d'Eunha étaient remplis de peur. L'homme lui prit la tête à 2 mains et commença à la sentir, puis lui caressa les lèvres avec son doigt. Il fut surpris que, étant vêtu de vêtements pour homme, l'invité dégageait un parfum féminin. Le monsieur a assuré qu'en raison de sa cécité, pour comprendre, il avait d'abord besoin de toucher. Alors il lui a demandé de comprendre. Le jeune homme a demandé si l'invité avait vu le livre, et je voulais évaluer à quel point c'était bon avant de trancher la question du paiement. Par conséquent, il m'a demandé de lire quelque chose à sa discrétion. Eunha a été surprise d'avoir seulement besoin de le lire et a demandé à nouveau. Elle ne pouvait pas comprendre ce que pensait cet homme. Et était-ce vraiment un test pour tester ses compétences? Et la jeune fille, assise sur ses genoux, se mit à lire à haute voix, ouvrant au hasard une page du livre proposé. Ayant fini de lire la page, Eunha ferma le livre. Et elle-même pensait que ce style d'écriture était très différent de ce qu'elle lisait habituellement. Celui-ci ressemblait davantage à un Sansomun. Le monsieur a loué ses capacités, et puis il a précisé quel était le prix de sa voix. Et la fille a décidé d'y réfléchir. Premièrement, il y avait un monsieur qui se présentait comme aveugle. Deuxièmement, la maison était comme un palais caché dans les montagnes. Et enfin, un livre dont le contenu était quelque peu dangereux. Sur la base de tout cela, Eunha a pris une décision. La jeune fille a annoncé le prix de son vote à 1000 nian. Dans son cœur, elle savait que c'était un prix ridiculement élevé pour ses services. Elle attendit avec appréhension la réponse du maître, mais il a assuré qu'il quadruplerait le paiement. Cependant, à partir de ce moment-là, sa voix serait la sienne. Le soleil se couchait déjà derrière les montagnes, les peignant enfin de tons chauds. La nature se préparait à se coucher. L'employé qui a accompagné Eunha jusqu'à la porte lui a conseillé de garder le silence sur ce qu'elle faisait ici. Il m'a également ordonné de venir ici demain avant le coucher du soleil sans tarder. Et il a assuré que la désobéissance aux ordres du maître était sévèrement punie. Les portes se sont fermées et Eunha est restée seule. En expirant, elle commença à s'assurer que tout irait bien et essaya de se calmer. Étant là dans un endroit étranger, Eunha avait l'impression d'être enfermée dans une cage avec un tigre affamé. Mais curieusement, une partie d'elle-même ne voulait pas détourner ses yeux d'une apparence aussi envoûtante. Au début, après avoir entendu la conversation des sœurs à Bwengwan, la jeune fille a trouvé l'homme étrange. Mais maintenant, je réalisais que des hommes aussi forts me faisaient ressentir de la chaleur et des pulsations dans le bas de mon ventre. Eunha se ressaisit, réalisant qu'elle ne pensait pas du tout à cela. Et involontairement, en frissonnant, j'ai cru qu'elle était devenue folle. La jeune fille ne pouvait pas dire avec certitude si le monsieur était aveugle ou s'il faisait simplement semblant. Mais les raisons de ces actes étaient inconnues de la jeune femme. Debout à la porte, Eunha marmonna pour elle-même. Elle réalisa seulement maintenant combien le monsieur offrait pour le service. Et elle était sûre qu'avec une telle somme, elle pourrait rayer le nom de sa sœur de la liste des Kijok. Il fait déjà nuit. La nuit approchait. La sœur a demandé à Eunha ce que tout cela signifiait. Elle était surprise de partir si soudainement. La plus jeune, sans regarder sa sœur, a déclaré qu'elle aidait simplement Aju Sisson dans son travail. Mais le chemin vers cette méta n'était pas proche. Cela vaudrait donc la peine d'y aller pendant un moment. L'aînée n'a pas lâché prise, et elle a demandé de quel type d'aide il parlait. Eunha a répondu que le parent d'Ajusi aurait copié des livres dans une langue occidentale, mais qu'il n'avait pas suffisamment d'assistants pour cela. Les livres originaux étaient inestimables et difficiles à transporter. Il s'agissait d'un salaire décent. J'avais aussi la possibilité de rendre visite à ma sœur toutes les 2 semaines. La sœur prit la plus jeune par l'épaule, et elle a exigé de la regarder dans les yeux. Elle voulait s'assurer que le travail consistait uniquement en une réécriture. Eunha a fait un effort et a confirmé avec un sourire. Après tout, on pouvait faire confiance à Ajushi. L'aînée la serra dans ses bras et lui demanda de lui pardonner. Après tout, si elle n'avait pas autant de faiblesse, Eunha n'aurait pas à souffrir autant. La plus jeune lui a demandé de ne pas parler ainsi. Elle a assuré qu'elle finirait le plus rapidement possible et qu'elle reviendrait ensuite. Elle m'a également demandé d'envoyer une lettre si quelque chose arrivait via Ajushi. La sœur a commencé à parler à Eunha du jeune maître Yoon, mais s'est arrêtée au milieu d'une phrase. Elle pensait que la fille ne le verrait probablement pas avant longtemps, donc cela ne servait à rien de s'inquiéter. Le plus jeune s'est alarmé, comprenant mal la phrase inachevée selon laquelle il y avait quelque chose qui n'allait pas chez le jeune maître. Et pensant qu'il risquait de s'ennuyer,
J'ai décidé de lui rendre visite avant de partir. La sœur a demandé à la plus jeune de prendre soin d'elle, et elle a assuré qu'elle informerait tout le monde à Bwengwan. Eun-ha l'a remercié. Le Kisaeng aîné a entendu cette conversation. Cela la rendait perplexe, mais elle n'était pas perdue. Même si elle a admis qu'elle avait initialement commis une erreur en donnant une autre chance aux filles, elle agita impérieusement la main et leur ordonna de se préparer pour qu'aucune de ses filles obstinées ne quitte Bwengwan. Bientôt, 2 puissants serviteurs masculins conduisaient Eun-ha par les bras du Jisaeng aîné. La jeune fille a demandé à Madame Hensu pourquoi elle lui avait soudainement fait ça. Kisaeng a déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, Eun-ha n'aura pas le droit de quitter Bwengwan sans sa permission personnelle. Alors que Hansu approchait, elle releva le menton de la jeune fille comme un éventail. Et elle a dit qu'il serait impossible de cacher ce beau visage avec des vêtements pour hommes. L'aînée des sœurs se précipita vers la maîtresse avec une prière. Et elle a demandé de ne pas mal comprendre Eun-ha. Elle assura qu'elle n'allait pas voir le jeune maître. Elle partait juste travailler pendant un moment. Hansu a déclaré que les mensonges coulaient si naturellement des lèvres de la jeune fille qu'on pouvait dire qu'elle était une vraie Jisaeng. La femme a assuré qu'elle avait donné suffisamment d'occasions, mais l'ingrate a raté chacune d'entre elles. Et en plus, elle n'a pas fini. Mais je me suis souvenu de ma dernière conversation avec mon fils. Le jeune homme a exigé de ne pas oser toucher Eun-ha. Il a également exigé que la jeune fille ne subisse aucune pression en utilisant Li-yeon. Et puis, suivant les souhaits de sa mère, il vivra comme le fils de Yoon Pan-so. Hensu a déclaré que manger de la nourriture délicieuse et vivre confortablement dans son Bwengwan n'était pas une bénédiction du ciel. Et la sœur d'Eun-ha n'était qu'une Shanji. La dame ne comprenait pas pourquoi une si jeune femme se comportait comme si elle ne le savait pas. L'aînée des Kisaeng a déclaré que si la fille n'avait pas peur des hommes, elle devrait rapidement s'habituer à son futur rôle. L'aînée suppliait d'épargner sa sœur. Mais Hensu se contenta de retirer sa main avec dégoût. Le directeur demanda aux domestiques ce qu'ils attendaient. Et elle a ordonné d'enfermer immédiatement l'obstiné. Eun-ha, détenue par 2 hommes, a appelé sa sœur. Puis notre héroïne s'est souvenue des paroles de la servante qui l'accompagnait. La peur a envahi la jeune fille. Après tout, la désobéissance à la volonté du maître était punissable. Et elle ne savait pas comment quelque chose comme ça pourrait se passer pour elle. Eun-ha s'assit par terre gardée par 3 hommes et réfléchit. Elle réalisa que quelque chose n'allait pas ici. Et elle a supposé qu'il y avait eu une conversation entre sa sœur et Hansu, dont elle ignorait l'existence. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi sa sœur avait mentionné M. Yoon. Elle ne pensait pas que c'était parce qu'elle n'aimait pas leurs interactions. Puis la porte s'ouvrit avec un grincement, attirant l'attention de notre héroïne. C'était Chun-hee. Elle s'est précipitée vers la jeune fille et lui a dit que ce n'était pas le moment de se comporter ainsi. Après tout, Hansu allait vraiment intégrer Eun-ha dans le Kijok. Elle ne comprenait pas pourquoi tout avait changé si radicalement. Eun-ha a demandé si la fille savait quelque chose. Après tout, elle était la servante personnelle de Hensu, et aussi la plus proche de sa sœur. Elle craignait qu'il y ait un rendez-vous auquel elle devait absolument se rendre. Chun-hee a rapporté qu'Aju Si-sung est arrivé peu de temps après qu'Eun-ha ait été emmenée. Mais je n'ai pas compris quel était le but. Et elle a suggéré qu'elle ne comprenait pas qu'elle devait maintenant réfléchir à ce qui allait se passer ensuite. Après tout, ils vont d'abord l'humilier, la présentant devant la noblesse uniquement dans ses robes inférieures. Et après cela, les roturiers seront autorisés à la toucher où bon leur semble. C'est la cruelle réalité qui attendait Eun-ha. La peur est apparue dans le regard de la jeune fille en entendant cela. La fille voulait dire quelque chose à Chun-hee, mais leur conversation fut interrompue par l'ouverture brusque des portes. L'homme a déclaré que Hansu avait ordonné que tous les préparatifs soient terminés et que la jeune fille soit envoyée au pavillon pour des réunions de hauts fonctionnaires. Eun-ha était étonnée, et je ne voulais absolument pas ça. Mais Chun-hee a exigé qu'elle reprenne ses esprits. Après tout, si la fille refuse, elle sera obligée de boire un aphrodisiaque. Et ce qui était plus important, ils survivraient tous si Eun-ha s'y rendait, ou plutôt sa sœur. Tirant les vêtements, la jeune fille lui a demandé si elle voulait vraiment que sa sœur soit exécutée. Elle m'a appris à marcher aussi facilement qu'un papillon, à sourire comme une fleur épanouie et à me permettre de profiter du parfum d'une vraie femme. Pendant ce temps, Eun-ha se lavait et s'habillait. Chun-hee lui a demandé de ne pas occuper ses pensées avec autre chose, mais de recevoir gracieusement les invités qui les attendaient. Ki-seng a habillé et peigné Eun-ha. Et puis elle a commencé à se poudrer le visage. Elle a insisté sur le fait que c'était le seul moyen pour la jeune fille et sa sœur de survivre. Pour terminer les préparatifs,
Chun-hee a appliqué du baume sur les lèvres de la jeune femme. Bientôt, Eun-ha quitta la pièce où son escorte l'attendait déjà. Lorsqu'il la regarda, la jeune fille frissonna involontairement. L'homme a dit qu'elle était là. Une voix derrière la porte lui répondit de la laisser entrer. Notre héroïne franchit timidement le seuil en ouvrant légèrement la porte. Aujourd'hui, elle portait des chaussures inhabituelles pour elle, et toute son image était radicalement différente de celle qu'elle portait habituellement. Ses vêtements couleur pêche faisaient ressortir son rougissement, et ses cheveux étaient tressés en une tresse serrée mais modeste. En entrant dans le pavillon, la jeune fille s'assit aussitôt à genoux non loin de l'entrée. Regardant timidement les personnes présentes, elle fut extrêmement surprise. Le même maître aveugle mais beau, son serviteur et Kizaeng sont à proximité. Des objets et des plats éparpillés étaient partout. « Plus près !» ordonna le maître. Yegi et Eun-ha ont préparé une longue table. « Viens ici !» appela-t-il la jeune fille timide. Revenons une demi-heure en arrière. C'était une tranquille soirée d'hiver. Une douce lumière jaillissait des fenêtres des maisons. Un groupe de filles discuta avec véhémence du noble invité. Ils ont dit qu'il était aveugle et qu'il était venu avec un garde. Et son statut était supérieur à celui du général Panso, puisque Hensu elle-même était impuissante devant lui. Ils murmurèrent à quel point il paraissait jeune. L'une d'elles a déclaré que c'était la première fois qu'elle voyait un homme aussi jeune et élégant. La jeune fille a admis que la beauté de tous les Kizaeng ne peut être comparée à son apparence. À ce moment-là, le jeune homme dont on parlait était assis dans l'établissement et sirotait un verre. Avec un bruit sourd, il posa le petit récipient sur la table. Et puis il a demandé à la propriétaire de l'établissement si c'était vrai qu'elle ne pouvait pas lui amener Eun-ha maintenant. La femme a immédiatement donné une réponse positive. Elle s'expliqua en disant que la jeune fille n'avait toujours pas relevé ses cheveux. Hensu a proposé de trouver une fille similaire si le monsieur le souhaitait. Mais l'homme a catégoriquement refusé. Il a demandé si la dame pensait que tout le voyage avait été fait pour des faux. Et il a répondu sèchement que si c'était le seul problème, il relèverait lui-même les cheveux de la jeune femme. Le propriétaire de l'établissement a demandé comment cela était possible. Le noble monsieur remplit à nouveau le récipient avec la cruche d'argile et se tourna vers son serviteur Yulje. Il a déclaré qu'il commençait à s'énerver parce qu'il devait se répéter. Un homme majestueux aux cheveux noirs se tenait à côté de son maître. À ces mots, il saisit la poignée de son épée. Le Jizaeng suprême trembla, et Yulje a commencé à porter des coups mortels à gauche et à droite avec des mouvements brusques. Le sang jaillit dans toutes les directions. Les gens respiraient dans une agonie mortelle. La propriétaire de l'établissement était couverte du sang de ses employés. Elle se tourna vers le noble gentleman avec horreur. La femme a admis qu'elle avait tort. Sa tête toucha le sol devant l'homme. Hansu ferma étroitement les yeux et ne se leva pas du sol. Elle a promis d'ordonner immédiatement qu'Eun-ha soit amené ici. Le jeune homme continuait silencieusement à siroter une boisson alcoolisée dans un petit récipient. Il toucha son menton bien rasé et dit à haute voix que bientôt l'alcool deviendrait encore plus doux. Des pas silencieux se firent entendre. Eun-ha est apparue à la porte légèrement ouverte. Elle était magnifiquement habillée. Les lampes sur les côtés émettaient une lumière douce. La jeune fille entra dans la pièce et s'arrêta surprise. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Il y avait des cadavres sur le sol. Le propriétaire de l'établissement était également à terre, s'inclinant. Le noble gentleman était assis à une table basse. Il ordonna à la jeune fille de s'approcher. La jeune femme était effrayée et surprise par ce qui se passait. Et l'homme a insisté pour qu'elle vienne le voir. La jeune fille regarda autour d'elle et ne comprit pas ce qui se passait. Ses petits pieds chaussés de chaussures souples marchaient avec incertitude sur le sol taché de sang. Un monsieur vêtu de vêtements coûteux porta à ses lèvres une pipe avec un long embout. Il y eut un silence dans la pièce. Soudain, le jeune homme se leva brusquement de son siège. Son serviteur apparut immédiatement à proximité et soutint son maître. Mais l'homme a refusé toute aide. Il arrêta Yulje d'un geste de la main et lui assura que tout allait bien. Le noble gentleman se dirigea vers la jeune fille gelée. Ses pieds marchaient avec confiance sur le sol gluant de sang. L'homme s'est approché d'Eun-ha et a levé la main pour la toucher. Les filles tremblaient en baissant les yeux vers le sol. Soudain, des rires bruyants résonnèrent dans toute la pièce. C'est le noble gentleman qui a ri. Et la fille, à ce moment-là, ressentit de l'horreur. L'homme continuait de sourire. Il a demandé à Eun-ha si elle avait vraiment peur de le toucher cette fois aussi. Puis, fronçant les sourcils, il dit que c'était malheureux. Après tout, après avoir touché, les lèvres se sont rencontrées dans un baiser et les corps se sont entrelacés. Le monsieur toucha le visage de la jeune fille effrayée, et il a expliqué qu'il surveillait le propriétaire de l'établissement.
Il la soupçonnait de vouloir tromper l'aveugle et de lui amener une autre femme. Tenant la jeune femme par le menton, il a assuré que lorsqu'il la touchait, il la reconnaissait immédiatement. L'homme a raconté d'étranges rumeurs qui lui faisaient penser que leur rencontre n'aurait pas lieu. La jeune fille a demandé quelles étaient ces rumeurs. La propriétaire de l'établissement frémit en entendant les mots suivants. Le jeune homme a entendu des rumeurs selon lesquelles on aurait tenté de nuire à la jeune fille. C'était comme si quelqu'un avait attrapé et enfermé la jeune femme, l'empêchant de venir vers l'homme. Eun-ha a compris que le maître serait extrêmement en colère si elle disait quelque chose de mal. Elle a donc répondu que tout n'allait pas. La jeune fille a parlé d'un petit malentendu à cause duquel elle ne pouvait pas partir. Mais elle a assuré qu'elle comptait venir voir l'homme le plus tôt possible. Le monsieur se tourna à moitié vers l'endroit où se trouvait le propriétaire de l'établissement. Il a dit à la fille qu'ils allaient la mettre au kijok. Effrayée, Hensu a commencé à admettre son erreur. Le noble invité a déclaré qu'il avait promis à la jeune fille 4000 nyan. La femme devra donc payer le double. Seulement, il était sûr qu'elle ne pourrait pas le faire. Hensu serrait les poings de colère. L'homme richement habillé s'arrêta brusquement de parler et se pencha résolument vers la jeune fille. Il la serra dans ses bras et s'appuya sur son épaule. La jeune femme était confuse, et il lui a demandé si elle était fatiguée. Le monsieur se pencha vers Eun-ha et se figea. Il semblait respirer une fille, puis il ordonna à son serviteur d'examiner attentivement son visage. Ces ordres étaient clairs et compréhensibles. Le serviteur ne pouvait ignorer une seule égratignure ou autre blessure. Yul-jae avait besoin de se souvenir de tout dans les moindres détails et de découvrir qui avait fait quoi. Le domestique accepta brièvement. Le propriétaire de l'établissement regarda cette photo avec horreur. Elle releva lentement la tête. Son visage et son corps étaient éclaboussés de sang. Les yeux furieux de la femme brillaient de rage. Elle était furieuse et pensait du mal de la jeune fille. Le noble gentleman tenait toujours le jeune charmeur dans ses bras. Puis il a appelé par son nom. Eun-ha a immédiatement répondu. L'homme fit tranquillement sa proposition. Il a demandé à la jeune fille de rester près de lui et de devenir ses yeux. Sans cesser de serrer la jeune femme dans ses bras, le monsieur nota qu'il était désormais temps de rentrer chez lui. Dans le silence de la pièce, Eun-ha était assise par terre, serrant ses genoux. La lueur des bougies éclairait faiblement la maison. L'immense espace a surpris la jeune fille. C'était une pièce spacieuse avec des poutres au plafond. Des paravents peints étaient situés contre le mur. Et maintenant, elle vivra ici. La fille pleurait. Elle essuya ses larmes avec sa main et réfléchit à ce qu'elle devait faire. Eun-ha a rappelé la destruction dans la pièce où il se trouvait. Et je ne comprenais pas pourquoi tant de gens mouraient. La jeune fille se souvint du regard colérique du propriétaire de l'établissement et pensa qu'Hansu semblait avoir mal compris quelque chose. La jeune femme se serra dans ses bras. Elle avait toujours la nausée. Les chaussures étaient tachées de sang. Eun-ha serra ses genoux et posa sa tête dessus. Elle espérait que cela n'affecterait pas sa sœur. La jeune fille se souvint de la façon dont elle avait demandé au monsieur de rester au moins un jour de plus. Mais j'ai reçu une réponse négative. La jeune femme a décidé de refaire la demande au cas où. Il vous suffit d'attendre l'aube. Posant sa tête sur sa paume, Eun-ha pensa qu'elle devrait d'abord prendre un bain. Les immenses doubles portes étaient fermées. Des deux côtés, dans les lampes, un feu brûlait. La lumière dissipa légèrement la pénombre de la pièce. La jeune fille ne comprenait pas où se trouvaient les bains publics. Elle réfléchit à ce qu'elle pourrait demander, mais il n'y avait personne autour. Après avoir ouvert une porte, Eun-ha regarda attentivement autour de lui. Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent de surprise. Un cri d'étonnement s'échappa de ma poitrine. Elle se figea de plaisir. Une vapeur épaisse s'élevait de la zone d'ablution et de nombreuses bougies brûlaient autour. Cette splendeur ne pouvait être comparée au bain des filles à Buyongwan. Il y avait une odeur agréable dans l'air. Se débarrassant rapidement de ses vêtements d'extérieur, Eun-ha décida de se baigner rapidement et de partir. Il y avait un silence tout autour. Seuls des bruissements trahissaient la présence de la jeune fille dans les bains. Elle se dirigea prudemment vers le bain. Soudain, elle fut distraite par un bruit fort. Quelque chose gronda et la jeune fille regarda autour d'elle. Un jeune homme franchit rapidement la porte des bains publics. Son visage et ses vêtements coûteux étaient sales. Il y avait des éclaboussures de sang visibles dessus. Eun-ha s'est soudainement affaissée et s'est cachée derrière le côté de la baignoire. C'était effrayant d'émettre le moindre son, alors elle se couvrit la bouche avec sa main. C'était monsieur. Il s'arrêta et sembla commencer à penser à quelque chose. Le bain était rempli de vapeur et d'arômes agréables. Au crépuscule, l'homme commença à se déshabiller lentement. Des gouttes de sang sur sa peau se reflétaient dans la pénombre. L'horreur éclaboussa les yeux de la jeune fille.
Est-ce qu'elle s'est retrouvée accidentellement dans le bain du maître? Serrant les poings de peur, la jeune femme essaya de trouver un moyen de sortir de là. L'homme à moitié nu se tourna vers la baignoire et son regard se figea. La jeune fille se figea dans une position inconfortable. Le temps semblait s'être arrêté. Le monsieur debout devant les yeux d'Eun-ha commença à se diriger lentement vers la baignoire. La jeune fille pensait que l'homme l'avait remarqué, mais elle ne comprenait pas comment cela pouvait arriver. Eun-ha ferma fermement les yeux et baissa la tête encore plus bas. Elle comprit que si tel était le cas, elle ne se porterait pas bien. Il y eut une éclaboussure d'eau. La jeune femme ouvrit les yeux de surprise et écouta. Lentement, la jeune fille se leva de l'endroit où elle se cachait. L'homme était assis dans la salle de bain. Des pétales de fleurs écarlates se balançaient à la surface de l'eau. Déglutissant difficilement, Eun-ha observa le maître de tous ses yeux. La jeune fille y réfléchit et fut heureuse qu'il ne la voie pas. Pendant que l'homme profitait des soins aquatiques, la jeune femme s'est convaincue qu'il était réellement aveugle. La jeune fille comprit parfaitement qu'après l'avoir remarqué, monsieur ne garderait certainement pas le silence. Et il était évident que même si cet homme était aveugle, il était sans doute habitué à se déplacer dans un lieu familier. Son regard tomba sur le sol et elle se demanda où il y avait tant de sang là-bas. La jeune fille se rappela que sa tenue était propre. Et maintenant, il y avait une pile de vêtements tachés de sang sur le sol. Assise sur ses hanches au bord d'une immense baignoire, raisonna Eun-ha. Elle n'avait aucune idée du genre de personne qu'était ce monsieur. La fille pensait « Cet homme ressemblait à une personne noble. Cependant, il était étrange qu'il s'installe dans un endroit aussi désert. Soudain, je me souviens de son sourire imperturbable, et aussi ne pas avoir peur de verser le sang de quelqu'un d'autre. » Eun-ha se frotta le front en réfléchissant. Elle n'était toujours pas sûre d'avoir fait le bon choix en le suivant. Tant que la fille était à côté du maître, elle pouvait se sentir calme. L'essentiel était de ne pas aller contre sa volonté. Et puis, il tiendra certainement sa promesse. Perdue dans ses pensées, la jeune femme a raté le moment où quelque chose a changé dans les bains publics. La jeune fille leva les yeux et vit la silhouette d'un gentleman à proximité. Il se tenait de toute sa hauteur, presque à côté d'elle. L'homme se pencha pour prendre une serviette. Des gouttes d'eau coulaient sur son corps nu. Il s'est soudainement retourné et s'est approché de l'endroit où se cachait Eun-ha. Un renflement assez important dans le pantalon mouillé de l'homme est apparu devant les yeux de la jeune femme effrayée. Le monsieur à moitié nu se figea devant la jeune fille, et un sourire mystérieux apparut sur son beau visage. Eun-ha pensait que c'était impossible, pour qu'une partie du corps d'un homme soit si grande et intimidante. La jeune fille avait peur que le monsieur soit si proche d'elle, et il dit, comme pour lui-même, qu'il ne s'était pas détendu depuis longtemps. Notre héroïne pensait que s'il avait deviné sa présence, il n'aurait pas fait une telle chose. Eun-ha a observé les actions de l'homme. Elle a commencé à se sentir si étrange. Son corps semblait engourdi et sa respiration se coupait. Il semblait que l'homme qui lui avait touché le visage il y a quelques heures et l'homme qui était en face d'elle étaient des personnes différentes. En sortant des bains publics déjà dans la rue, le monsieur donna des instructions à son assistant. Afin de trouver quelqu'un qui répandrait la rumeur, Seo Ji-hak aurait amené Changisa chez lui. Les gens auraient dû savoir que l'homme portait des vêtements d'homme et qu'on lui avait demandé de faire la lecture au maître. Il voulait que tout le monde veuille désespérément connaître l'identité de Chong-gi-soo. Cela lui semblait tentant. Après tout, c'était intéressant de regarder l'expression du visage de la jeune fille acculée. Il a dit au serviteur d'attendre que ceux-là sortent des bains publics. Et puis, donnez-vous une journée pour visiter le village lorsque le soleil se lève. Le monsieur regarda par-dessus son épaule. L'employé a assuré que tout serait fait. Le jeune homme a dit à l'aîné qu'il n'avait pas visité Car depuis longtemps, mais qu'aujourd'hui son excellence avait l'air sombre. Il s'est assis devant son père, et il a suggéré que quelque chose aurait pu se passer. Et il ne savait pas vraiment si la nouvelle était bonne ou mauvaise. Mais dans tous les cas, cela valait la peine de le surveiller. Le fils ne comprenait pas de qui il parlait. Il s'est avéré qu'il parlait de la présence de l'ancien prince héritier. On savait que le fou avait perdu la vue à cause d'un thé empoisonné et avait en même temps perdu le titre de prince héritier. Et maintenant, Seo Ji-hak était ici à Hara. Mais s'il était réellement aveugle, s'il était devenu complètement fou ou s'il envisageait de retrouver sa position, le père allait le constater par lui-même. Et il pensait que le moment était venu de mettre fin à ce conflit. C'était tout simplement impensable que l'ancien prince héritier qui avait provoqué une agitation dans le palais est arrivé subitement à Hara. Mon père a dit que bientôt la maison serait agitée. Par conséquent, il a conseillé au jeune homme de s'abstenir de toute action irréfléchie. Il a fermé les yeux sur la débauche de son fils, mais il lui a demandé de ne pas oublier sa vocation. Après tout,
Son père comptait sur lui plus que sur ses autres fils. Même si le jeune homme se cachait derrière son statut illégitime, dès que tout serait fini, il lui trouverait une épouse digne. Par conséquent, le jeune homme devrait oublier le passé et se concentrer sur le Kwago, l'examen d'État destiné aux hauts fonctionnaires. L'aîné a conseillé à son fils de lever tous les obstacles qui pourraient potentiellement empoisonner son avenir. Le jeune homme réfléchit au mot « obstacle ». Il comprenait parfaitement ce que son père voulait lui dire. Mais je ne voulais pas permettre aux gens de parler ainsi de cet enfant. Et soudain, je me suis rappelé comment, quand j'étais encore un garçon, je m'asseyais près d'un arbre contre le mur. Il était complètement seul et plongé dans de tristes pensées. À un moment donné, une fille encore plus jeune que lui s'est approchée de lui. Et elle a demandé qui il était. Elle n'avait jamais rencontré le garçon auparavant et supposait qu'il s'était peut-être perdu. La petite fille se pencha et commença à le regarder. Le garçon se leva, et il se plaignait que sa mère ne voulait pas le voir. L'inquiétude et le regret sont apparus dans les yeux de l'interlocuteur. La jeune fille posa résolument son fardeau sur la neige croustillante. Et dans ce cas, elle lui a proposé de lui tenir compagnie jusqu'à ce qu'il décide où aller ensuite. Bien sûr, Eun-ha n'avait alors aucun soupçon. Mais à partir du moment où le garçon l'a vue, ressemblant à une délicate fleur épanouie dans la neige, ses sentiments pour elle ont continué à grandir jusqu'à ce jour. Et maintenant, il semblait au jeune homme que toutes ses pensées n'étaient occupées que d'elle. Il ne pourra donc pas imaginer son avenir dans lequel son Eun-ha ne sera pas présent. Pendant ce temps, la jeune fille marchait bientôt sur la route. Elle ne comprenait pas pourquoi le monsieur avait soudainement changé d'avis. Le corps d'Eun-ha a brûlé dès qu'elle s'est souvenue de la nuit précédente. Elle ne se rappelait même pas comment elle était rentrée dans sa chambre. Mais ce n'était pas le moment de penser à de telles choses. Elle allait s'assurer que tout allait bien pour sa sœur. Et en s'approchant de la porte, la jeune fille commença à tourner la tête dans différentes directions. Rassemblant sa détermination, elle poussa les portes, les ouvrant grandes ouvertes. Là, elle a déjà été accueillie par deux hommes armés. L'un d'eux marmonna qu'Eun-ha était enfin arrivé, et il lui dit à haute voix que Han-soo l'attendait déjà à l'intérieur. L'aînée des Kisaeng a assuré qu'elle aurait deviné que la jeune fille voudrait rendre visite à sa sœur. Sa décision de fournir une sécurité s'est avérée correcte. S'agenouillant en signe de respect, Eun-ha a demandé où se trouvait sa sœur maintenant. Han-soo a dit d'un ton condescendant qu'elle l'avait envoyée à la blanchisserie et que la canaille a passé toute la nuit à laver ses sous-vêtements sales avec ses mains. La jeune fille a crié avec indignation. La dame croyait qu'elle devait tout apprendre correctement à la fille, parce qu'elle a oublié comment elle a atteint sa position. Eun-ha a assuré qu'elle préparerait une rançon, et elle a exigé que sa sœur soit retirée du kijok. Elle a assuré qu'elle voulait récompenser la gentillesse manifestée. Et je voulais partir loin avec ma sœur, pour que personne n'en entende parler. En riant, Han-soo lui a demandé d'apporter 8000 nyan. La surprise et la confusion sont apparues sur le visage de notre héroïne. La femme a dit que le prix de cette fille était de 5000. Mais Belgame demanda à en faire sa concubine. Il en faudra donc 3000 autres pour calmer son cœur. Elle a demandé comment Eun-ha pensait pouvoir gagner une rançon pour sa sœur. La jeune fille ne comprenait pas comment il était possible de demander une somme aussi énorme. Han-soo pensait que l'élève devait payer intégralement la honte qui la couvrait. Et si la jeune fille voulait autant racheter sa sœur, elle aurait pu demander à ce noble monsieur. Le chef Kizang supposait que s'il était correctement servi et lui caressait les reins plusieurs fois, il pourrait obtenir ce qu'il voulait. Eun-ha a pleuré en larmes en disant qu'elle n'était qu'un jongizou avec le maître. Han-soo proposa à l'aveugle de profiter de sa douce voix et, se détendant, d'accepter tout ce dont elle avait besoin de lui. La femme a giflé bruyamment Eun-ha, et elle a demandé comment une telle personne osait dire quoi que ce soit contre elle. Mais ensuite la voix de son fils l'a arrêtée. Le jeune homme a demandé à sa mère ce qui se passait ici. La femme a demandé à Shihong ce qu'il faisait ici. Mais il était surpris que, dans une telle situation, la mère ne s'inquiète que de cette question. Eun-ha a chuchoté à son ami. Le jeune maître demanda à la jeune fille de ne pas bouger. Mais ensuite sa mère se tourna vers lui. Et elle a demandé avec colère si son Excellence avait parlé au gars. La femme frémit à la façon dont le jeune maître l'appelait « mère ». Et il a assuré que peu importe à quel point elle essayait de tracer la ligne en s'adressant à lui formellement, il pensait que cela ne changerait pas son statut d'enfant illégitime d'un Jizaeng. Le jeune homme prit Eun-ha par le coude, la soutenant. Et il a demandé à sa mère de prendre de sages décisions à l'avenir si elle voulait que son fils suive ses instructions. Il a assuré qu'il ne perdrait jamais ce qui lui était cher. La porte grinça. Et sur le seuil, notre héroïne aperçut sa sœur. Elle fut également surprise d'avoir laissé tomber le panier de linge de ses mains.
Plus tard dans la pièce, la jeune fille a vu tout ce que sa sœur aînée lui avait préparé. Seus livre préféré était également présent, qu'Ajusi-san a offert à la jeune fille. Elle a également emballé le fateok préféré d'Eun-ha. La jeune fille toucha la joue de la plus jeune, qui avait souffert de la gifle de Han-soo et qui brûlait maintenant de feu. Eun-ha prit la main de l'aînée, et elle a demandé ce qui leur était arrivé. Puis elle a réalisé qu'à cause d'elle, Han-soo avait intimidé sa sœur, même si elle n'avait rien fait de mal. C'est alors qu'un jeune homme s'est approché d'eux. La sœur a demandé à Eun-ha de ne pas s'inquiéter, car ce n'était pas de sa faute. Il y avait simplement un malentendu entre elle et le mentor. Leur conversation a été interrompue par un jeune homme. Il a assuré que tout irait bien à l'avenir, et il a demandé à la fille de venir le voir si cela se reproduisait. Mais l'aînée des sœurs assura au jeune maître qu'elle ne voulait plus lui causer de problème. Mais le jeune homme a assuré que les filles étaient son salut. Après tout, sans Eun-ha, il aurait probablement grandi comme une personne éhontée et irresponsable. Sa révélation les surprit tous les deux. L'aînée baissa les épaules et baissa la tête, même si elle savait que le jeune maître et sa sœur tenaient l'un à l'autre. Mais peut-être étaient-ils aussi amoureux l'un de l'autre. Ils ont toujours pris soin les uns des autres. Nous avons partagé des moments à la fois heureux et difficiles. Grâce à cet incident, la jeune fille s'est rendue compte que si la relation entre Han-soo et sa sœur cadette se détériorait, c'est probablement parce que la dame soupçonnait qu'il y avait quelque chose entre eux. C'est pourquoi la femme a exigé une rançon si absurde et l'a utilisée comme appât. Pourtant, Eun-ha était heureuse que le jeune maître s'occupe de sa sœur pendant son absence pendant un certain temps. Après tout, la jeune fille ne voulait pas que son seul parent soit confronté à des difficultés dues aux différences de statut social. Mais en même temps, elle ne voulait pas non plus lui briser le cœur. Le jeune maître conseilla à Eun-ha de se dépêcher avant le coucher du soleil, et il a assuré qu'il allait l'accompagner. La jeune fille a refusé, et elle a assuré qu'elle y arriverait sans problème. Mais il a dit qu'il serait inquiet, et il a suggéré que nous commencions à nous préparer le plus tôt possible. Le jeune homme a menacé en plaisantant que si Eun-ha ne se dépêchait pas, il mangerait tout le fatok. Et elle a joué le jeu en disant que ce n'était pas approprié de se comporter ainsi. Un rire joyeux se fit entendre. La sœur aînée regardait pensivement leur amusement de côté. C'était une nuit au clair de lune. Rien ne troublait le silence de la cour où s'installait l'ancien prince héritier. Eun-ha inspira. Elle décida qu'elle devait d'abord remercier le maître de lui avoir permis de retourner au village. Elle se murmura que pour cela, elle devrait lui lire autant de livres qu'il le souhaitait. La jeune fille a décidé que tant qu'elle serait là, elle ferait son travail avec diligence. Et lorsqu'il recevra le paiement, il essaiera à nouveau de parler à Han-soo. Eun-ha a compris que son plan n'était bien sûr pas parfait. Mais même si la dame n'était pas de bonne humeur, il valait mieux ne plus lui parler de sa sœur. En souvenir de la chasse au tigre, notre héroïne a adopté l'expérience de la vie. Si la bête géante ne pouvait pas être vaincue, cela valait la peine de l'attirer dans un piège. Et rester vigilant pour survivre à tout prix. La pièce était remplie de fumée provenant de la pipe au moment où notre héroïne y entra. Eun-ha reprit courage et se tourna vers le maître. Elle se déclara prête à se rapprocher de lui s'il le permettait. L'ancien prince héritier gloussa en regardant par-dessus son épaule d'un air sournois. Il y a 10 ans. Quelque part dans la cour, des coups violents ont été entendus. Des cris de douleur se firent entendre. Un homme crucifié sur l'estrade a demandé grâce. Les gens se pressaient. Ils observaient silencieusement ce qui se passait. L'homme a crié de douleur. Il a tenté de prouver son innocence. Il a affirmé qu'il ne pouvait avoir aucune liaison avec sa maîtresse. L'homme a insisté sur le fait qu'il était un simple lecteur, et il ne jurait que par ses enfants. Ces 2 petites filles pleuraient près du lieu d'exécution. Soudain, une des filles s'est détachée et a couru. On pouvait entendre la petite fille taper du pied rapidement. La courageuse défenseur a commencé à demander d'épargner son père. Les larmes coulèrent des yeux de la petite fille, mais elle saisit fermement la main du bourreau de son père. La jeune fille a convaincu le punisseur que son père était bon. Il amuse les gens avec ses histoires, et qu'il n'est pas coupable. Soudain, elle sentit un violent coup de pied et tomba. On lui a dit de se taire. La petite Eun-ha a ressenti le coup. J'ai entendu de l'indignation face au comportement et aux propos grossiers qui m'ont été adressés. Suite à cela, il y a eu un ordre de le prendre. La petite fille regardait avec horreur les tourments de son père. Elle ne comprenait alors pas pourquoi il était accusé de manque de respect envers la noblesse. C'était un simple chonjitsu. Le bébé a été battu et piétiné. Eun-ha a essayé de se protéger des coups, mais ils ont volé de tous côtés. Elle réalisa qu'ils avaient tous juste besoin d'une excuse. La jeune fille est sortie de souvenirs amers.
Mentalement, elle regrettait que tout se soit passé ainsi avec son père. Le monsieur tournait le dos à Eun-ha, mais se retourna soudainement. La jeune fille pensait que son père n'approuverait pas la voie qu'elle avait choisie. Elle avait prévu de travailler comme Shangisa une seule fois. Elle n'a pas eu le temps de penser à ce qui allait se passer ensuite. Le monsieur s'approcha tranquillement de la jeune fille. Il leva lentement la main vers son visage. La jeune fille se figea de peur. L'homme s'accroupit devant Eun-ha. Il a remarqué sa détermination et son courage. Pourtant, elle a pu se rapprocher. Mais j'ai aussi remarqué qu'à ce moment-là, la fille se figeait et retenait son souffle. Le monsieur caressa lentement le visage de la jeune fille effrayée. Il était pensif. Il toucha sa joue brûlante et remarqua qu'il pouvait y sentir la chaleur. La jeune fille trembla lorsque l'homme lui prit le visage entre les mains. Il a exprimé son mécontentement parce qu'il lui avait demandé de faire attention, et elle s'est blessée au visage. De peur, la belle Shang-Gisu se mit à bégayer. Elle a essayé de convaincre l'homme qu'elle l'avait fait elle-même. Le monsieur en doutait. La jeune fille a commencé à expliquer qu'elle s'était frappée pour rassembler ses pensées. Je ne voulais pas faire d'erreur pendant qu'elle lisait au maître. L'homme fut surpris. Il se pencha plus près du visage d'Eun-ha et passa son pouce sur ses lèvres. La fille se figea. Elle ouvrit légèrement sa petite bouche lorsque le monsieur pressa sa lèvre inférieure. Il a admis qu'il était flatté par l'attention qu'elle lui portait. Le doigt de l'homme se glissa dans la bouche de la jeune fille effrayée. La jeune femme haleta de surprise. Le monsieur passa son doigt dans la bouche de la jeune fille. L'homme a remarqué que tout en elle était très enflé. Son doigt est devenu mouillé. Il semblait que le noble gentleman avait perdu la notion du temps. La jeune fille a appelé l'homme et l'a réveillé. Le monsieur a tenu Eun-ha par le menton et l'a prévenu qu'il la laisserait s'en tirer cette fois. La jeune fille avait peur et regardait l'homme avec de grands yeux. L'homme s'est léché le doigt. Il a promis que si la jeune fille obéissait, il lui permettrait peut-être de quitter la maison. Mais il l'a dit en menaçant de ne pas pardonner la deuxième désobéissance. Un jeune homme vêtu de riches vêtements était assis et regardait quelque part devant lui. Eun-ha était en face. Ils étaient seuls dans la pièce. La jeune fille ouvrit le livre qui se trouvait sur ses genoux. Elle baissa la tête et décida de commencer à lire. Le livre parlait d'humilité et de respect. Ils ont été présentés devant une personne haut placée. Eun-ha a lu des articles sur le respect et l'admiration pour une personne de haut statut. Il lui souhaitait la grandeur destinée par le destin. Le propriétaire a écouté attentivement. Sa main tapota nerveusement son genou. Le monsieur a écouté la voix de Shang-Gisu. Pendant quelque temps, il oublia même sa pipe. J'ai été fascinée par la façon dont l'auteur faisait subtilement allusion à son sort difficile et au coût du sort. La jeune fille était absorbée par la lecture et sa voix résonnait dans toute la pièce. Soudain, elle fut distraite par des bruits étranges. Eun-ha tressaillit de surprise. Le monsieur s'assit à côté de lui. Il posa sa tête sur les genoux de la jeune fille et lui demanda de continuer sa lecture. L'homme expliqua son geste par son désir d'entendre plus clairement la jeune fille. Eun-ha était confus et inquiet que le maître soit mal à l'aise. Mais il a promis qu'il se lèverait s'il se sentait mal à l'aise. La jeune fille ferma les yeux. Elle pensait à la façon dont le maître pouvait toujours être aussi inébranlable. Malgré l'effusion de sang à Buyongwan, Hen-su a laissé l'affaire comme si de rien n'était. Elle a dit à ses subordonnés de se taire. Cela témoignait du statut élevé du propriétaire. La jeune fille continua sa lecture. L'homme gisait là, la tête sur ses genoux. Parfois, il fumait sa pipe. Eun-ha a décidé de le regarder. Elle commença à examiner l'homme. Il a soudainement dit qu'il était soudainement devenu curieux de savoir à quoi ressemblait la fille. Le lecteur a été surpris. La jeune fille a rapidement répondu qu'elle avait le visage le plus laid du monde. L'homme éclata de rire. Selon lui, elle a des yeux clairs et sincères. Il a admis qu'en dessinant une telle image dans son imagination, il se souvenait de son enfance. Le monsieur a dit qu'il n'était pas aveugle de naissance. Un jour, sa vision s'est obscurcie et, devant un événement important, il est devenu complètement aveugle. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le poison était à blâmer. Quelqu'un l'a empoisonné par haine. L'homme avait l'impression que des serpents froids glissaient sur son corps, l'enveloppant de plus en plus fort. Le monsieur tenait dans ses mains le ruban de la tenue de la jeune fille. Il l'a appelée par son nom. Tirant l'arc, l'homme força Eun-ha à se rapprocher de lui. Et il a admis que la jeune fille ressemblait à cette créature qu'il possédait à cette époque. Dans le passé, il était incapable de surmonter sa colère, et la vie de cette créature fut écourtée. Leurs regards se croisèrent. L'homme espérait que peut-être cette fois il serait capable de contrôler ses émotions. Cette fois-là, il n'a pas pu contrôler sa colère et a brisé le cou de la créature. Eun-ha ne savait pas de quoi ce monsieur parlait, et elle supposait qu'il parlait de quelqu'un qu'il aimait beaucoup autrefois. En regardant l'homme,
Elle ne pouvait pas comprendre qui ferait ça à sa bien-aimée. Et il jouait avec sa tresse. Se surprenant qu'elle le regardait simplement, la jeune fille rougit. Et pour échapper à la gêne, elle a proposé de poursuivre la lecture. Et elle a décidé de considérer ces mots comme une plaisanterie cruelle et infructueuse. Eun-ha a demandé si l'histoire de la cécité du maître était vraie. Et s'il a perdu la vue à cause du poison, il a dû souffrir beaucoup. Notre héroïne y a pensé. Et elle lui a demandé mentalement ce qu'il avait dû endurer. La jeune fille a décidé qu'elle aimerait en savoir plus sur ce monsieur. Mais d'un autre côté, elle avait peur de franchir la ligne. Lune dans le ciel nocturne. Neige. L'homme était assis dans la cour et fumait. Il était plongé dans ses pensées. Kisaeng faisait rapport à son Altesse royale. Elle tomba à genoux devant le souverain. La femme a insisté sur le fait que le prince héritier était indigne. Et c'est pourquoi le jeune homme a dû immédiatement renoncer à ses droits sur le trône. Elle a assuré que les cieux pleureraient et que la terre s'effondrerait à cause des péchés commis. Et vous ne pouvez pas faire ça. Mais un homme avec un foutu katana se tenait déjà à côté d'elle. Il a dit qu'il valait la peine d'oublier ce qui s'était passé. Et il est impossible que ce qui s'est passé l'affecte. Le serviteur salua le maître avec une révérence. Demandez-lui comment ça s'est passé. L'homme a assuré que, comme prévu, ils étaient de mèche avec Buengguan assassiné. Le serviteur appliqua de la poudre rougeoyante. Et à ce moment-là, leurs vêtements devraient déjà avoir laissé des traces. Cela signifiait que s'il y avait de la ganja dans la maison avec eux, elle pouvait être reconnue à sa lueur bleu foncé. Le monsieur a raccroché le téléphone. Et il a ordonné d'avancer. Les deux hommes marchaient le long d'un chemin forestier enneigé et inexploré à une heure tardive. Mais ensuite, ils virent des empreintes de pas dans la neige qui brillaient dans l'obscurité. Le jeune homme fronça les sourcils, réalisant que le danger était proche. Puis il y a eu un bourdonnement au-dessus de mon oreille, me coupant superficiellement la joue. Des gouttes de sang écarlate coulaient de la blessure. L'assistant s'est alarmé pour le monsieur et l'a appelé. Et la main reposa sur le manche de la corde. Mais lui, d'un geste expressif, ordonna le silence. De nombreux pieds couraient le long de ce chemin forestier. Et il n'y avait pas moins d'une trentaine de personnes dans leur sillage. Le prince héritier leur a préparé un piège. Et ils ont décidé de l'utiliser contre lui. L'assistant a déclaré qu'il n'avait pas dégainé son épée depuis longtemps. Et il a tiré l'arme par la poignée. Le monsieur regarda par-dessus son épaule et fit un signe de tête à l'assistant, lui donnant le feu vert pour commencer à agir. Le jeune homme était déjà prêt. Il y a eu un coup de sifflet. Et puis des archers sont apparus, surgissant comme sortis de nulle part. Le gars leur a fait un signe de la main. Bientôt, tout le groupe se rassembla à côté du monsieur. Il a donné l'ordre d'en capturer 2 vivants et de tuer les autres. Le temps était clair et ensoleillé. Les oiseaux volèrent dans le ciel. Le chant des oiseaux se faisait entendre. Eun-ha était en train de trier les affaires que sa sœur avait emballées pour son voyage. Et elle réalisa à quel point elle tenait à elle. En mâchant avec entrain le fattok soigneusement placé dans le paquet, elle ressentit du plaisir. Et j'espérais que ma sœur n'y mourrait pas non plus. Et puis la jeune fille se souvint soudain qu'Aju Si-son avait donné le livre par l'intermédiaire de sa sœur. Et elle a commencé à la chercher dans ses affaires. Ayant trouvé le livre, Eun-ha était heureuse. Mais ensuite, un morceau de papier, plié plusieurs fois, s'est échappé de la publication. La jeune fille devina que le message lui était adressé. Aju Si-son a écrit qu'il avait réalisé à quel point elle avait besoin de fonds maintenant. C'est pourquoi il a suggéré de regarder le livre. Il a assuré que de telles histoires gagnaient désormais en popularité parmi la noblesse. L'homme a proposé de les traduire à partir d'une langue occidentale. Intriguée, notre héroïne s'est empressée d'ouvrir le livre offert par l'aimable bibliothécaire. Mais après avoir froissé les pages, elle s'est immédiatement figée face à ce qu'elle a vu. Le contenu de cette publication l'a choquée. La jeune fille a demandé à son partenaire de ne pas la quitter. Et il l'a supplié de la toucher. Le jeune homme répondit qu'elle était la seule à être aussi cruelle envers lui. Il a serré son interlocuteur dans ses bras. Et lui touchant la tête, il ôta le foulard, révélant son beau visage et ses cheveux. Bientôt, la robe d'un jeune homme gisait sur le chemin poussiéreux. La jeune fille tremblait de son activité et de ses caresses. Lorsque son partenaire s'est arrêté, elle a de nouveau voulu continuer. Il semblait que c'était le poison mortel dont elle avait désespérément besoin. Le livre est tombé au sol, manqué accidentellement par Eun-ha. La jeune fille se demanda ce que c'était. Elle se couvrit la bouche de ses mains avec horreur. Notre héroïne ne pouvait pas croire que les gens aimaient vraiment lire de telles choses. On frappa à la porte d'Eun-ha, brisant son intimité. Une voix derrière la porte demanda si c'était quelqu'un. La jeune fille frémit comme si elle avait été prise en flagrant délit. Elle s'empressa de fermer le livre et le pressa contre sa poitrine.
Regardant le nouveau venu par-dessus son épaule, elle lui demanda ce qui s'était passé. Il s'est avéré que l'invité lui a demandé de sortir pendant un moment. L'étranger était plus jeune que notre héroïne. Elle s'est présentée sous le nom de Gary et a déclaré qu'elle n'avait pas de nom de famille. Eunha s'est présentée en réponse, et elle a assuré que le nom de l'interlocuteur était plutôt beau. La jeune fille était l'une des servantes du maître, et on lui a ordonné de montrer ses biens à la fille plus âgée. C'est pourquoi elle lui a proposé de la suivre. Gary a montré une annexe pour les domestiques et un bâtiment séparé pour la cuisine. Elle a dit que parmi les serviteurs, il y avait ceux que le maître avait amenés avec lui, mais que la majorité étaient tous originaires de Har. Les filles se sont assises et ont mangé des friandises. Eunha a demandé au plus petit si le monsieur était à la maison maintenant, et elle se plaignait de ne rien savoir de lui. Gary a déclaré qu'elle savait que ce monsieur n'avait pas un statut inférieur à celui des hauts fonctionnaires, et elle a assuré que son propriétaire était le consul général. La jeune fille a précisé qu'elle était la servante de sa femme, mais elle a été envoyée ici pour aider un noble aveugle. Il s'est avéré qu'il avait récemment perdu la vue, et notre héroïne a comparé les propos de Gary avec ceux du monsieur, qui a accepté. Eunha a demandé ce que ce monsieur faisait habituellement. La jeune fille a dit qu'il s'asseyait habituellement dans la pièce ou partait sans avertissement, comme c'était le cas maintenant. Parfois, il fumait à l'endroit où ils étaient assis. Gary ne comprenait pas pourquoi la fille s'intéressait à ça. Notre héroïne, prête à s'indigner, pensait avoir raison. Elle répondit qu'elle servirait le maître pendant un certain temps. Mais la jeune fille a voulu lui donner un conseil. Ne plus se mêler à ce monsieur. Et j'allais vous prévenir d'autre chose. Mais elle a été interrompue. Le jeune homme a réprimandé Gary pour avoir encore une fois blasphémé contre le maître. Les deux filles avaient des visages coupables et embarrassés. La jeune fille lui a demandé ce qu'il voulait dire. Et elle a insisté sur le fait qu'elle était juste inquiète. Mais le jeune homme a ri et a demandé si c'était de cette personne dont tout le monde parlait sans cesse. Et s'asseyant à côté de lui, il se présenta. Horim a assuré qu'il était l'un des gardes protégeant le maître. Il tendit la main en signe de connaissance. Eunha serra la main du jeune homme. Et il a assuré que les galettes de riz étaient très belles. Et j'ai demandé la permission d'en essayer un. Gary lui a reproché d'avoir demandé après avoir mis la nourriture dans sa bouche. Notre héroïne rit doucement, observant à quel point les gars étaient amicaux. Et puis j'ai décidé que puisque ce monsieur était entouré de si bonnes personnes, peut-être qu'il n'était pas aussi froid qu'il le paraissait. Le jeune homme s'approcha du monsieur. Il était assis le dos, et il regarda par-dessus son épaule à l'appel. Le serviteur lui fit part de sa décision de rétablir l'ordre ici et de retourner à Buengwan. L'homme aux vêtements ensanglantés se tourna vers l'orateur. Le serviteur leur suggéra de rétablir l'ordre dans cet endroit et de retourner à Buyongwan. Le monsieur se releva brusquement. Il passa sa main sur sa joue et remarqua que les rumeurs semblaient s'être propagées rapidement. Depuis, les fonctionnaires de Hanseong ont commencé à arriver les uns après les autres. Byongpan a été parmi les premiers à apparaître à Aryo il y a 15 jours. On lui a attribué une résidence où il vit avec sa famille. Et ils ont également réservé une cour spéciale. Le monsieur a demandé si cet endroit se trouvait dans la maison Jizaeng, confirma le domestique. Il a expliqué cela en disant que si de nombreuses personnes se rassemblaient dans une kibana, cela n'éveillerait pas de soupçons. L'homme pensait que la réunion, qui devait avoir lieu la nuit suivante, n'aurait pas non plus dû éveiller les soupçons. Les deux guerriers se tournèrent du côté où gisaient les corps ensanglantés. Le monsieur a admis avoir tenté de sauver la vie des deux hommes. Mais il a perdu son sang-froid et un seul est resté en vie. L'homme survivant tremblait de peur et poussait des gémissements étouffés. Le propriétaire a ordonné à son domestique de le saisir pour l'interroger. La brune obéit. L'homme s'est retourné et était sur le point de partir. Yulje a commencé à parler de la lettre venue de Jag Hee-in, et il a demandé ce qu'il devait en faire. Sans tourner la tête, le monsieur a ordonné que la lettre soit brûlée. Il a noté qu'il s'agit du deuxième message au cours des 15 derniers jours. Serrant les poings, l'interlocuteur a donné l'ordre de s'occuper désormais de telles choses immédiatement, sans même le lui demander. L'homme ne s'est jamais tourné vers son serviteur, mais il a demandé ce que cela faisait en ce moment. La brune a rapporté que, selon les rumeurs, elle inspectait la cour et partageait sa cuisine avec les domestiques. C'étaient des galettes de riz aux haricots rouges. Le noble gentleman y réfléchit. Il sourit et remarqua que la jeune femme préférait la même nourriture. Le monsieur a donné l'ordre et tous deux se sont rendus à Buyongwan. L'homme pensait qu'il ne s'était pas amusé depuis longtemps. La soirée d'hiver a pris tout son sens. Il y avait une lumière allumée aux fenêtres d'une des maisons Jizaeng. La conversation portait sur le prince embauchant une Chongjiza. Des hommes richement habillés étaient assis à une table dressée.
Ils parlèrent de la façon dont le prince semblait forcer Chongiza à lui faire la lecture. Certains des participants exprimèrent des doutes quant à savoir si le prince était vraiment aveugle. Byung-pan a noté qu'il n'y croit toujours pas. Le jeune maître n'est-il pas devenu particulièrement astucieux après avoir reçu le titre de prince héritier? L'homme a exprimé ses pensées. Il était difficile d'imaginer que le prince héritier ait engagé le premier lecteur qu'il rencontrait. Après ces paroles, toutes les personnes présentes regardèrent nerveusement dans sa direction. Une offre a été faite pour rendre visite à l'héritier. Car peu importe les rumeurs, le jeune homme sait probablement déjà que la délégation est arrivée à Hario. L'un des présents a déclaré qu'il avait entendu parler du Chongisu du prince par une seule personne. On lui a dit que c'était une fille. Il fut décidé que s'ils devaient tous rencontrer le prince, ils devaient d'abord capturer le lecteur et essayer de le gagner à vos côtés. Tout le monde dans la salle a promis son plein soutien si Byung-pan agissait. On a versé de l'alcool à l'homme dans un bol, et on lui a demandé de lui faire savoir si quelque chose était nécessaire. Ils doivent tous être prudents et judicieux. L'homme a rappelé qu'ils étaient encore nombreux au palais à exiger que le titre de prince héritier soit restitué au jeune homme. Les personnes rassemblées ont décidé qu'il était nécessaire d'arracher complètement les racines avant qu'il ne soit trop tard. Et celui qui est derrière les intrigues du palais doit être détruit. À ce moment, l'un des Kisaeng passa devant la pièce dans laquelle parlaient de nobles messieurs. Elle expira brusquement. Il semblait que la situation devenait de plus en plus difficile. Le propriétaire de l'établissement regardait Young avec mépris. Elle a ordonné à la jeune fille de tout faire pour l'exciter si elle ne voulait pas ressentir à nouveau la colère de la femme. La jeune fille s'enfuit précipitamment. Elle comprit que l'essentiel maintenant était d'apaiser la colère de l'aîné Ensu. Young se rendit compte que même si le jeune maître éprouvait des sentiments tendres pour sa sœur Eun-ha, le propriétaire de l'établissement n'en savait rien. La jeune fille s'est préparée au fait que tout s'arrangerait. Elle pensait qu'elle devrait simplement fermer les yeux et passer la nuit. Soudain, quelqu'un lui saisit la main. Cet homme s'est avéré être M. Belgam. Il était ivre. J'ai eu le hoquet en parlant. Mais il a reconnu la fille et était heureux. Kizeng s'éloigna de l'homme. Il puait l'alcool. Mais elle a poliment demandé pourquoi l'homme était parti. Après tout, il faisait froid dehors. La langue du monsieur était brouillée. Mais il a pu expliquer qu'il n'avait pas trouvé un seul gisang. Alors je suis sortie pour découvrir ce qui s'était passé. La jeune fille sourit avec compréhension et promit de l'emmener chez les belles filles. Elle lui propose de la suivre. Mais l'homme a continué à lui tenir la main. Monsieur Belgam commença à relever la jupe de la jeune fille avec des mouvements brusques. Il a objecté. Pourquoi aller quelque part? Ki-sang-young a tenté de se libérer. Elle appela le maître, mais il a ordonné de ne pas bouger. La jeune fille a résisté. Mais l'homme a admis qu'il demandait depuis longtemps à en faire sa concubine. Et il lui a demandé d'arrêter de résister. Les mouvements de ses mains étaient désagréables pour la jeune fille. Elle avait les larmes aux yeux. Et l'homme a continué à parler de ses désirs de manière grossière. Bégayant, Ki-sang-young a demandé grâce. Monsieur Belgam a tenté de persuader la jeune fille de ne pas se précipiter. Ses sous-vêtements tombèrent avec un bruissement et s'accumulèrent autour de ses jambes. Soudain, un bruit fort traversa l'air et une touffe de cheveux fut coupée de la tête du prétendant persistant. Il se figea de surprise. Avec une forte gifle, les cheveux coupés tombèrent au sol. Ji-saeng-young et Byulgum se figèrent de stupéfaction. Des pas ont été entendus. Un monsieur majestueux vêtu de riches vêtements s'approchait d'eux. Il tenait son katana dans ses mains. Avec un sourire de défi sur le visage, le jeune homme a déclaré qu'il avait presque coupé le cou de Belgam. De surprise et de peur, Monsieur Belgam, ivre, est tombé au sol avec une forte gifle. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Une touffe de cheveux coupés gisait à proximité. L'homme a crié de peur d'une manière dégoûtante. Avec un bruit sourd, le prince héritier pointa son katana vers le cou de l'ivrogne. En réponse, il se contenta de regarder le monsieur avec peur et de hoqueter. Un homme majestueux vêtu de vêtements coûteux regarda Ki-sang-young. Elle avait peur de prononcer un mot. Elle a juste posé ses mains sur sa bouche et a tremblé de partout. Le terrible monsieur a dit que la Ji-saeng ressemblait à une fille espiègle. Alors pendant un moment, il crut que l'ivrogne la harcelait. Feuilleté. Un cri sourd. Du sang éclabousse. La jeune fille s'effondra au sol avec horreur. Elle ne détourna pas les yeux de ce qui se passait. Le noble homme d'en bas jeta un coup d'œil tranquille à la jeune fille effrayée. Il découvrit qu'elle avait le même regard effrayé, mais qu'elle était complètement différente. Dans l'obscurité de la rue, derrière l'homme, la voix d'un fidèle serviteur se fit entendre. Il appela son maître. Yul-jae tenait une canne dans ses bras tendus, qu'il tendit à son maître. L'homme prit le bâton et remarqua que quelque chose lui avait échappé.
Le domestique regarda attentivement la jeune fille tremblante. Elle a continué à s'asseoir par terre. Le monsieur dit tout haut qu'il fallait désormais bien jouer à l'aveugle. Les hommes sont partis. Les pas résonnèrent bruyamment dans l'espace vide de la cour. Ki Sang-young se figea sur place. Elle avait même peur de bouger. Eun-ha a lu. Le livre décrit que la noblesse avait tendance à se détourner du souverain et à chercher des voies de salut, en s'attirant à l'avance les faveurs du détenteur d'un plus grand pouvoir. Des bougies brûlaient dans la pièce. Il y avait des parchemins sur la table. Et la jeune fille continua de lire que le souverain n'est pas libre de choisir le peuple, mais qu'il est libre de choisir la noblesse, car c'est son droit de punir et d'avoir pitié, de le rapprocher ou de le déshonorer. La jeune femme était assise à genoux devant une table basse. La voix de la jeune fille remplit le silence de la pièce vide. Mais plus elle lisait, plus elle devenait effrayante. La fille déglutit nerveusement. Eun-ha a admis que sa curiosité était toujours si grande qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. C'était intéressant de voir ce que ferait le souverain de la région occidentale. La silhouette sombre de Yul-jae est apparue derrière l'écran et a distrait la jeune fille de ses pensées. L'homme a demandé si la fille était là. La jeune femme frémit de surprise. Après s'être assurée que le lecteur était en place, le serviteur énonça l'ordre du maître. Elle doit prendre le livre et se rendre immédiatement au bain public. La jeune fille fut émerveillée par cette commande. Le monsieur était dans les bains publics. Son torse nu était humide de vapeur. L'éclaboussure d'eau mélangée à la voix douce de Chang Gi-soo. L'homme a regardé fixement un moment. La jeune fille a lu des informations sur les actions possibles de la noblesse, et s'ils sont prêts ou non à partager le sort du souverain. Les bains publics étaient éclairés par un grand nombre de bougies allumées. Eun-ha a continué à lire. Il était recommandé au premier, s'il n'était pas égoïste, d'être honoré et caressé. La jeune femme jeta un coup d'œil furtif par-dessus son épaule. À l'autre bout de la baignoire, un homme à moitié nu était plongé dans l'eau jusqu'à la taille. Un léger clapotis se fit entendre. La jeune fille se détourna rapidement. Elle ne comprenait pas pourquoi le maître l'appelait au bain. Elle se souvenait du jour où elle s'était cachée dans les bains publics et surveillait secrètement le maître. Des images du livre Kajusi, son lui a offert, lui sont également venues à l'esprit. Ils ont encore confondu la fille. Eun-ha était perdue dans ses pensées et n'a pas remarqué comment le monsieur l'avait approchée. Elle se réveilla lorsque des gouttelettes d'eau commencèrent à couler sur le livre ouvert. L'homme a noté qu'habituellement la fille bavardait sans cesse. Mais pour le moment, il était impossible de lui faire dire un mot. L'homme à moitié nu soutenait sa tête avec sa main. Il a demandé si quelque chose s'était passé pendant son absence. La jeune fille balbutia et répondit que rien ne s'était passé. La jeune femme rougit à cause d'une telle attention. Elle a admis qu'elle n'avait jamais été particulièrement bavarde. Couvrant sa bouche avec sa main, l'homme marmonna doucement que la fille était définitivement différente de celle-là. La jeune fille n'a pas entendu et a demandé ce qu'il voulait dire. Le monsieur changea rapidement de sujet. Il a demandé à Eun-hee de l'effacer. La jeune fille était gênée mais marmonna son accord. En essuyant l'homme avec un morceau de tissu blanc et doux, la jeune femme a remarqué que le monsieur semblait avoir trop bu. L'homme à moitié nu réfléchit un instant et resta silencieux. Mais ensuite il a admis qu'il s'ennuyait. Le jeune assistant a tenté d'expliquer au monsieur que cela était nocif pour son corps. Elle a continué à l'essuyer. Soudain, l'homme fit un mouvement brusque. Il se pencha vers la jeune fille et se figea. Elle se tut de peur et seuls ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Le maître a inhalé l'air à côté d'Eun-ha. Il a admis que l'arôme d'une pureté immaculée émanait de la jeune femme. Sa chair attrayante et douce était si différente de l'odeur vicieuse et gourmande. La jeune fille a été stupéfaite par ses aveux. Rapprochant la jeune charmante de lui, l'homme pressa ses lèvres avec un baiser gourmand et passionné. La fille se figea. Les yeux étaient ouverts. Elle avait peur de bouger. Le baiser fut long. La jeune fille sentait les mains de son employeur sur son corps à travers ses vêtements. Eun-ha a essayé de repousser l'homme persistant. Elle l'a appelé. Mais la main du monsieur à moitié nu glissait déjà sur le genou nu de la charmante femme. La fille avait peur. Elle leva vers l'homme des yeux immenses. J'ai essayé de l'arrêter d'une manière ou d'une autre. Mais le monsieur a ignoré sa demande. Soudain, il entendit quelque chose. Puis il a fait clairement comprendre qu'il devait se figer et ne pas parler. Un étranger se trouvait à proximité. L'homme musclé se leva brusquement et s'éloigna de la jeune fille. Elle était confuse. La peur et l'incompréhension de ce qui se passait lui brillaient dans les yeux. L'homme commença prudemment à monter les marches. En sortant du bain, il ordonna à la jeune fille de retourner chez lui. Il était mentalement en colère parce que tout le plaisir avait été gâché pour rien.
Attrapant des vêtements secs sur l'étagère, le monsieur commença à les enfiler lui-même. Il se figea soudain lorsqu'il entendit la jeune femme lui demander s'il ne voyait vraiment rien. La douce lumière des bougies allumées fluctuait dans l'air humide. Dans le silence des bains publics, une contre-question retentit. L'homme a demandé pourquoi la fille posait cette question. Eun-ha a admis. Il lui semblait que le propriétaire surveillait constamment son expression faciale. Cela arrivait à chaque fois qu'elle parlait. Le monsieur commença à nouer la ceinture de sa robe. Il a demandé si la fille pleurait à cause de lui. Il y eut une timide réponse négative. La jeune femme courut précipitamment et se plaça devant son employeur. De sincères excuses ont été entendues. Elle a fait une erreur. Eun-ha attrapa les extrémités de la ceinture de la robe du maître. La jeune fille a demandé la permission de les attacher elle-même. Elle a expliqué cela en disant que les vêtements étaient trop transparents et que d'autres pouvaient voir le corps de monsieur. L'homme lui a demandé si cela ne lui plaisait pas. La jeune femme était confuse. Ses yeux étaient baissés et baissaient les yeux. La jeune fille a admis qu'elle ne voulait tout simplement pas que la dignité de ce monsieur en souffre. L'homme saisit la main de la jeune fille et l'appela par son nom. Il a admis que honte était le seul mot qu'il ne connaissait pas. Il a continué en disant qu'à ce moment, la jeune fille tenait la main d'un homme sans vergogne. Eun-ha était confuse par une telle confession. Elle resta silencieuse un moment. Après avoir réfléchi un peu, la jeune fille a répondu que si tel était le cas, alors pour la même raison, le monsieur l'avait embrassée. Ils se figèrent l'un en face de l'autre. L'homme n'était pas sûr de l'exactitude de ses paroles. Les mots suivants piquèrent douloureusement le jeune charmeur. Le monsieur a admis qu'il voulait juste essayer ce qui lui appartenait. L'homme a continué à tenir fermement la main d'Eun-hee. La jeune fille supplia le maître de la laisser partir. Il passa sa paume sur son visage. La propriétaire voulait savoir pourquoi elle lui avait posé cette question. Il s'avère que maintenant Eun-ha le détestait et le craignait. Le monsieur a demandé quoi faire dans ce cas. Après tout, la fille était son véritable plaisir. L'homme dit cela et toucha doucement la paume de la jeune femme avec ses lèvres. La journée d'hiver a été agréable avec un temps ensoleillé. Il y avait d'immenses épicéas tout autour, couverts de neige. Soudain, le silence fut interrompu par une toux rauque. Eun-ha s'est assis dehors et a toussé. La jeune fille se couvrit la bouche avec sa main. Elle espérait qu'elle n'avait pas froid. La jeune femme se réprimanda surtout mentalement. Parce que la veille, elle s'est couchée sans s'être bien séchée. Les pensées d'Eun-ha retournèrent aux événements survenus dans les bains publics. Elle espère que cela ne se reproduira plus à l'avenir. Et pendant que la jeune fille réfléchissait, elle était étroitement surveillée de côté. La jeune femme a émis des hypothèses quant à savoir si le maître lui demanderait quelque chose de plus ou lui proposerait d'être chongée. Une question vint derrière la fille. Cela semblait surpris que Nuna soit à cet endroit. Eun-ha sursauta et se retourna. Le garde Horim s'approchait rapidement d'elle. Elle l'a reconnue. Le jeune homme a demandé pourquoi la jeune fille était assise seule là. Le jeune homme était heureux de se rencontrer. Il sourit sincèrement. Il a admis qu'il cherchait une fille depuis très longtemps. Et il mit la main sous ses vêtements. Avec une joyeuse invitation à regarder ses mains, le jeune homme l'étendit vers la jeune fille. La jeune femme se couvrit même la bouche avec sa paume avec étonnement. Le jeune homme a expliqué que c'était du fatéoc chaud qui était cuit à la vapeur. Il a entendu dire que la fille aimait le sirop de malt. Alors il l'a ajouté par-dessus. Eun-ha était étonné que le jeune homme le lui apporte. Le gardien a répondu qu'il devait la rembourser en nature. Le jeune homme n'a pas fini ses aveux car il a entendu des bruissements suspects à proximité. Le jeune homme se retourna brusquement et couvrit la jeune fille de lui-même. Il a crié à Eun-ha de reculer. La jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait. Le jeune homme aperçut un énorme serpent qui sifflait et se tortillait. Il se demandait pourquoi ce reptile n'hibernait pas, mais rampait. Jetant un rapide coup d'œil à Eun-ha, le jeune homme expliqua que c'était extrêmement dangereux. Il a dit que la fille ferait mieux de s'éloigner. Le jeune garde pensa qu'il pourrait attraper le serpent et ensuite l'emmener dans la montagne. Mais le serpent s'est avéré plus rapide. Elle ouvrit la bouche et se précipita rapidement vers le gars. Eun-ha a crié de peur. Du sang a jailli. Le reptile a mordu le gars à la main. La jeune fille courut vers Horim. Elle lui a ordonné de ne pas bouger. Il fallait se débarrasser du poison. La jeune femme a tiré la manche de la robe du gars et a exposé le site de la morsure. Ses lèvres s'approchèrent de la blessure qui saignait. Le gars a essayé de l'arrêter. Soudain, les pas de quelqu'un se firent entendre. Et la voix forte du monsieur demanda ce que faisaient les jeunes gens là. Horim regarda le maître avec confusion, comme un fauteur de trouble. Et il prit résolument le katana du serviteur. Il y eut un sifflement métallique qui traversa l'air à la vitesse de l'éclair.
Eun-ha ferma les yeux de peur. La jeune fille a entendu que le maître avait ordonné à Yul-jae de discipliner ses subordonnés avec plus de diligence. Et ne faites pas trop d'histoire pour un seul serpent. En ouvrant les yeux, notre héroïne aperçut à côté de la tête une créature écailleuse séparée de son corps. Et le monsieur se tenait à côté de lui avec un katana dans les mains, quelque peu irrité. Eun-ha accompagnait son employeur. Elle le soutenait par le bras, essayant de le guider avec précaution tout au long de la route. L'homme remarqua qu'elle brûlait encore, et il a supposé qu'elle avait un rhume. La jeune fille regarda le monsieur de côté. Elle était sûre qu'il voyait clairement ce qui se passait devant lui. Après tout, sans la moindre hésitation, il a balancé son épée et tué la vipère. Elle ne savait pas si c'était vrai qu'il était aveugle. Mais cela ne changera toujours rien. Eun-ha ne pouvait pas le trahir imprudemment, et le maître l'avait très bien compris. La jeune fille supposait que le monsieur avait des affaires ici, puisqu'il l'avait amené ici avec lui. Eun-ha était heureux. Mais le serpent n'a touché que légèrement au rime. Mais elle était toujours inquiète de le laisser seul comme ça. Pendant ce temps, le marchand appliquait ses marchandises sur les cheveux de la jeune beauté. Le monsieur a demandé au vendeur de vernis s'il y avait ici des produits de meilleure qualité. Il a assuré qu'il en était ainsi. Et il a assuré que la décoration avec des papillons et des fleurs serait superbe. L'homme se souvient qu'il était aveugle. Et il a demandé à son assistante de choisir quelque chose à son goût. Eun-ha a insisté sur le fait qu'elle n'en avait vraiment pas besoin. Mais il a frappé le sol de manière menaçante avec sa canne. Après avoir payé le marchand, l'homme se pencha sur la jeune beauté. Et il lui a demandé de porter des bijoux chaque fois qu'elle venait lui faire la lecture. La jeune fille se demandait pourquoi cela était nécessaire, puisque de toute façon, le monsieur ne verrait rien. Il sourit mystérieusement en réponse, et il a dit que même si ses yeux ne pouvaient pas voir, il pouvait tendre la main et ressentir par le toucher. Par conséquent, il a demandé à Eun-ha de ne pas avoir si peur de lui. La jeune fille frissonnait encore sous son contact. Elle se souvint soudain du moment passé dans les bains publics. Comment le monsieur lui toucha le visage avec sa main. Et comment il a posé une question sur la haine ou la peur à son égard. Même alors, il déclara que la fille était son véritable plaisir. Eun-ha regarda les bijoux offerts, et elle supposait que c'était sa façon de s'excuser. Mais elle pensait que ce serait bien de lui dire tout de suite. En conséquence, ils ont acheté beaucoup plus de choses ce jour-là. Le monsieur s'est plaint qu'il était difficile d'utiliser la canne dans des endroits très fréquentés. Il a dit qu'il n'avait tout simplement pas d'autre choix que de compter sur son assistant. Eun-ha a accepté d'aider, et elle m'a conseillé de tenir bon. Puis la fille toussa, et la propriétaire a décidé qu'elle avait attrapé froid. C'était une surprise pour lui qu'elle soit si bouleversée à cause de la nuit dernière qu'elle en tombait même malade. Eun-ha a demandé qui avait dit qu'il y avait des insultes. Mais ensuite, ils ont rencontré un jeune homme. Le jeune maître appelait Eun-ha par son nom. Il s'est dépêché de s'approcher. Et il a demandé comment elle s'était retrouvée ici. Les hommes s'évaluaient du regard. Le jeune homme a résumé que devant lui se trouvait un aveugle vêtu de riches robes et muni d'une canne. Et il a tiré ses conclusions. Un ami a demandé si la sœur aînée savait ce que faisait Eun-ha. Il tenait fermement la main de la jeune fille. Mais le monsieur prit le menton de la jeune fille et tourna la tête vers lui. Et il a dit que son corps continuait à brûler. Tout comme hier soir quand il était ivre ou quand elle était mouillée devant son maître. L'ancien prince héritier a appelé la jeune fille à revenir afin qu'il puisse prendre soin d'elle. Et il ordonna au jeune homme de ne même pas penser à gâcher son plaisir. Les amis d'enfance se regardèrent en silence, complètement confus. Eun-ha fut la première à se contrôler. Et en lui prenant la main, elle lui promit de lui envoyer bientôt une lettre. Bientôt, la silhouette de la jeune fille et de son maître aveugle, déjà en train de s'éloigner, disparut dans la foule. En se retournant, le jeune homme vit Eun-ha discuter avec animation de quelque chose avec le noble monsieur qui l'avait embauché. De l'excès d'émotions qui lui déchirèrent le cœur et de l'incapacité de faire quoi que ce soit, il serra fort les poings. « Comment oses-tu » sortit de sa bouche. Le coucher de soleil a peint le ciel de couleurs flamboyantes. Les bâtiments étaient regroupés en groupes non loin des montagnes. Le domestique rendit compte au jeune maître. Il s'est avéré que l'endroit où se trouvait Eun-ha était la résidence personnelle du grand prince. Il y avait une rumeur selon laquelle il aurait embauché un lecteur. Mais il était impensable que ce soit Eun-ha. Un homme a été envoyé pour tout découvrir plus en détail. Et il s'est avéré que la mère du maître et Lee Yeon ont conclu un accord. Dans ces conditions, la fille aurait dû éloigner sa sœur du garçon. De plus, tout indiquait que le grand prince faisait délibérément des histoires à Bwengwen de temps en temps. Selon le jeune homme, le général a déclaré que le prince serait arrivé à quart,
Mais il n'est pas entré dans les détails. Le jeune maître a demandé à Yeon-heung de s'occuper d'Eun-ha. Il a assuré que ce n'était pas difficile, surtout pour un ami. Le camarade a assuré qu'il souhaitait lui-même en savoir plus sur l'ancien prince héritier. Resté seul, le jeune homme regarda le tableau avec le poème qu'Eun-ha avait peint autrefois. Bientôt, ses vêtements glissèrent sur le sol, révélant son jeune corps. Il se souvenait des paroles du monsieur qui avait embauché sa petite amie. Le jeune homme a commencé à dessiner des images de la façon dont sa bien-aimée et cet homme passaient du temps seuls, nus. La physiologie a fait des ravages. Et bientôt, des gouttes de sperme éclaboussèrent à la photo. Sur la table, il y avait une bassine d'eau et un linge pour compresse. La jeune fille a été surprise qu'Eun-ha ait une forte fièvre, et elle a soudainement voulu écrire une lettre. Gary pensait qu'elle aurait dû passer une bonne nuit de sommeil pour que le médicament agisse. La patiente était surprise de constater qu'elle allait tout à fait bien récemment. La femme de chambre a insisté avec colère sur le fait que c'était parce qu'Eun-ha avait été dehors toute la journée avec un rhume. Notre héroïne a assuré qu'elle n'avait jamais été malade auparavant, donc elle ne l'a même pas remarqué. Et s'apprêtant à dormir, elle m'a demandé de la réveiller un peu plus tard. Gary se couvrit et lui demanda de fermer rapidement les yeux. Cherchant un tissu pour une compresse, la jeune fille marmonna dans sa barbe, qu'elle avait pris soin d'elle pendant tout ce temps, et que maintenant elle allait devoir aussi veiller sur la malade toute la nuit. Mais alors l'ombre d'un homme s'abattit sur elle. Le monsieur s'accroupit à côté de lui. Il était pensif et triste. Gary voulait juste s'adresser à lui et regarda par-dessus son épaule. Mais il demanda le silence. Pendant ce temps, Eun-ha dormait profondément, recouverte d'une couverture et ronflait. Le ciel est passé du bleu à des couleurs encore plus sombres. La nuit tombait. Il y avait une lanterne accrochée au bâtiment. L'ancien prince héritier s'est assis dans le belvédère à sa place habituelle et a fumé. Il se demandait comment un homme capable de tuer un tigre pouvait devenir si faible. Récemment, ce salaud a commencé à le déranger. Et il le considérait comme un échec car à tel ou tel âge il n'avait pas encore réussi la première étape de l'examen. Mais ici, la vie privée de son Altesse a été violée. L'homme s'inclina profondément. Et il a exprimé l'espoir de ne causer aucun inconvénient en visitant sans avertissement. L'invité a déclaré qu'il était vraiment désolé de ne pas avoir pu voir son Altesse à Buengwain il y a quelques jours. Le prince aveugle s'est dit surpris que les responsables civils et militaires censés protéger Han Seong soient rassemblés là comme s'ils l'attendaient tous. Tout le monde le considérait comme aveugle et ne prêtait pas vraiment attention à ses expressions faciales. L'homme en visite a rappelé sa surprise lorsque le prince est apparu de manière inattendue. Et il n'était pas le seul sur le visage duquel il y avait une surprise silencieuse. Il a assuré que c'était une coïncidence étonnante. Le responsable a assuré que pendant que son Altesse recouvrait la santé à quart, il s'engageait à être son ami et mentor fiable. Au même moment, l'homme fit un signe de la main devant le visage du prince, s'assurant qu'il ne voyait définitivement rien. Plissant les yeux en colère, l'invité conclut que, comme prévu, il semblait que le prince n'avait vraiment rien vu. Et puis il a décidé que puisque les choses étaient ainsi, il n'était pas nécessaire d'observer l'étiquette. Souriant, il a assuré qu'il pouvait parler de tout. Et il demanda si la rumeur selon laquelle Altesse aurait engagé un lecteur était vraie. L'invité a assuré qu'il avait apporté un livre très intéressant. Et il a demandé si Chonggisa pouvait le leur lire aujourd'hui. Le monsieur s'appelait Yuljae, et il a ordonné que la fille soit amenée ici. Le jeune homme resta abasourdi, ne sachant pas comment interpréter de tels propos. Altesse relâcha le téléphone de ses mains, et elle est tombée avec un bruit sourd. Et il a ordonné que si Chonggisa dormait encore, verser de l'eau sur elle afin de la ramener à la raison. En se frottant la barbe, il a déclaré que Ben Massioldo voulait entendre la voix de son lecteur. La nuit d'hiver a pris tout son sens. Un homme courait rapidement dans une rue déserte. Il marmonna qu'en attendant, il pensait qu'il allait mourir. Le conseiller ne comprenait pas pourquoi personne n'était encore venu. Après tout, le prince a ordonné d'amener le lecteur, même s'il devait l'arroser d'eau. Byung Macholdosa s'arrêta. Dans le silence de la cour, il entendit quelqu'un s'enquérir du bien-être de Chongisu. L'homme s'est caché et a regardé. Le majestueux gentleman parlait avec la femme de chambre. La jeune fille a dit qu'Eun-ha était toujours fiévreuse. Gary pensait que la jeune femme aurait besoin de quelques jours supplémentaires pour récupérer. Le noble a posé des questions sur les ordres. La jeune fille a admis que le propriétaire était là il y a quelque temps. Mais il partit, ne regardant le patient qu'un instant. L'homme réfléchit un instant et appela la servante pour qu'elle le suive. Ils sont rapidement partis. Au même moment, Byung Macholdosa sortait de sa cachette. Il rit méchamment. Furtivement,
L'homme commença à gravir les marches jusqu'à la porte de la pièce. Une question apparut dans sa tête. Chang-Gi-soo était-il vraiment là? Le conseiller a pensé au fait que Shi-hong n'avait pas parlé de la maladie de la jeune fille. Cela lui parut suspect. L'homme ouvrit la porte avec précaution. Une charmante jeune fille dormait dans la chambre. Elle ronflait doucement. À première vue, il est devenu clair pour l'observateur que la jeune fille était dans la pièce non pas comme un Chang-Gi-soo, mais comme un jouet caché des regards indiscrets. L'homme déglutit nerveusement. Dans un murmure, il a admis que la fille était une beauté. Elle avait une peau saine et éclatante. Aucune des nuances de gris sale habituelles. Une voix forte a été entendue à proximité. Le grand homme s'approcha silencieusement du conseiller caché par derrière. Il a exprimé des doutes quant à la véracité de cette affirmation. L'homme à la barbe clairsemée se retourna. La bouche s'ouvrit légèrement de surprise. L'officier militaire reconnut le prince héritier qui approchait. Le jeune maître doutait de ses paroles. Il y réfléchit et se souvint de la façon dont Eun-ha avait dit qu'elle était la personne la plus laide du monde. Byung-ma-Choldoza leva les yeux vers le jeune homme. Il n'était pas d'accord avec l'affirmation concernant la laideur de la jeune fille, et il a insisté sur le fait qu'une telle déclaration était un mensonge flagrant. De plus en plus furieux, l'officier a déclaré qu'il serait difficile de trouver une si jolie fille comme elle, même s'il fouillait toutes les maisons des Gisaeng. Le prince héritier sourit silencieusement à ces mots. Le jeune interlocuteur a demandé si la fille était vraiment si belle. La réponse qu'il entendit fut un oui lubrique. L'homme a admis que la fille était si belle qu'il voulait la goûter immédiatement. Le prince héritier a été surpris par les discours. Après tout, il a ordonné d'amener Chang-Gi-sa. Cependant, elle s'est avérée malade, et il est peu probable qu'il soit capable de lire le livre. L'invité avait déjà oublié le livre. Il a assuré à son interlocuteur qu'il n'était pas nécessaire de le lire. Le prince héritier en colère attrapa la tête de l'homme. Le monsieur a dit que cela signifie seulement qu'à partir de maintenant, il n'entendra plus la voix de cet enfant. Shi-hong a tiré le scélérat jusqu'aux marches, le tenant par le chignon sur sa tête. Le conseiller a tenté de se libérer et d'apaiser sa douleur. Le prince héritier repoussa l'officier militaire loin de lui. Il y avait de l'horreur dans les yeux du vieil homme. Le jeune maître demanda s'il devait arracher les yeux du conseiller et lui couper la langue. Shi-hong s'est approché de l'homme allongé et a continué sa question. Il a demandé s'il devait retirer la dignité du conseiller et la donner en pâture au chien. Une fois, il a osé convoiter ceux qui appartenaient à un autre. Dans la nuit d'hiver, du sang écarlate éclaboussait et coulait. Le conseiller a crié et a tenté d'arrêter le prince héritier. Eun-hee se retourna sur le lit. La fille dormait agitée. À moitié oubliée, elle imaginait les attouchements et les câlins des autres. Parfois, la jeune femme reprenait ses esprits pendant une courte période. Son regard ne pouvait se fixer sur rien. Mais floue, elle remarqua le propriétaire à proximité. La jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait. Quelqu'un la prit dans ses bras. Eun-ha sentit la forte étreinte de quelqu'un. La fille avait chaud. Elle s'accrochait avec confiance à la large poitrine de l'homme, restant en délire. Un doux clapotis d'eau pouvait être entendu dans les bains publics. Le prince héritier s'est assis avec Eun-ha dans la salle de bain. La jeune fille était inconsciente. L'homme pensait à des choses étranges. Dès qu'il se souvint du son de la voix de la jeune charmante en train de lire et de l'arôme de son corps, ses pensées folles se calmèrent instantanément. L'homme commença à toucher doucement le visage de la jeune fille. Il pensait que si Eun-ha était née dans une famille noble, ils auraient pu se rencontrer au palais beaucoup plus tôt. Le monsieur ne pouvait pas croire que la jeune femme savait non seulement lire et écrire, mais qu'elle connaissait également une langue étrangère, ce qui n'était pas facile à apprendre. Il s'avouait honnêtement que plus il la regardait, plus il la désirait. Monsieur Shi-hong s'est souvenu de son ancien animal de compagnie. Il a comparé la fille à un faon qu'il avait élevé très jeune. Un léger soupir sortit le prince de ses souvenirs. La jeune charmante, inconsciente, tourna la tête et l'appela. L'homme se figea, craignant d'effrayer la jeune fille. Eun-ha commença lentement à reprendre ses esprits. Elle a regardé l'homme avec surprise et lui a demandé si elle avait vraiment vu Monsieur Shi-hong. Le propriétaire n'a pas répondu. La jeune fille commença à poser des questions. Elle s'intéressait à la façon dont l'homme s'était retrouvé là. La jeune femme craignait que quelqu'un ne le voie. Le prince héritier serra la jeune fille plus fort dans ses bras. De la vapeur légère tourbillonnait dans les bains publics et se mélangeait à la lumière chaude des bougies allumées. L'homme n'a pas quitté Eun-ha des yeux. Il a demandé qui pouvait le voir. La jeune fille rougit. Elle lança un regard noir à son employeur. Sa bouche s'ouvrit légèrement. Exprimant le nom du charmeur, l'homme se pencha vers ses lèvres pour un baiser.
Au bout d'un moment, dans le silence des bains publics, le monsieur demanda si la jeune fille l'aimait. Seules les bougies allumées étaient les témoins silencieux de cette conversation. L'homme demanda si ces câlins étaient vraiment si désirables que le jeune charmeur pensa à lui, frissonnant même de fièvre. Le monsieur commença à insister pour une réponse immédiate en la serrant fort. La jeune fille resta silencieuse. Elle était entièrement en son pouvoir. Eun-ha, dans son délire fiévreux, remarqua à côté d'elle non pas son employeur mais son ami d'enfance. Elle répondit donc que le jeune maître ne pouvait même pas dire une chose pareille. Ses joues brûlaient d'une chaleur douloureuse. L'homme lui a demandé avec qui elle souhaitait fusionner, et il a suggéré que nous y réfléchissions maintenant. De la vapeur s'élevait de l'eau, et les bougies brûlèrent faiblement. La main serra fermement la jeune fille. Eun-ha marmonna quelque chose d'incohérent. Ce n'est qu'à ce moment-là que son Altesse réalisa qu'une telle personne existait réellement. La jeune fille voyait tout ce qui se passait comme dans un brouillard. Et je pensais que c'était un rêve. Après tout, comment pourrait-il y avoir une autre explication au fait que le visage du jeune maître était maintenant devant elle? Lorsque l'homme a caressé Eun-ha, il a assuré qu'il s'agissait des attouchements d'un homme de 16 rêves. Et le souffle était celui dans les bras duquel elle désirait tant être. Il l'a embrassée, et en même temps il ôta ses vêtements. La charmante femme répondit qu'elle avait peur et lui demanda d'arrêter. Mais le partenaire n'était pas sûr qu'il s'agisse de peur. Il lui a assuré que son contact la ferait se sentir mieux. Eun-ha avait l'impression que son corps était sur le point d'exploser. Et elle a dit à son partenaire qu'elle pouvait à peine respirer. Mais cela ne pouvait pas être qualifié de désagréable. L'homme a dit qu'elle était tellement séduisante. Il n'était donc pas surprenant que tant d'admirateurs tournent autour de la charmante femme. Et chaque populace osait convoiter ceux qui ne lui appartenaient pas. Eun-ha a dit qu'elle ressentait une sensation étrange à l'intérieur. Le partenaire a rappelé l'accord de dire la vérité. La fille a répondu « J'aime ça, j'aime ça ». Le partenaire a assuré de manière rassurante que c'était toujours difficile au début. La chair de poule a parcouru le corps de notre héroïne. Le monsieur dit que lui seul aurait dû occuper ses pensées. Il a amené la charmante femme au sommet du plaisir avec des caresses. Bientôt, l'ancien prince héritier tenait dans ses bras une jeune fille encore plus faible, mais belle, qu'il admirait avec ravissement. Le grincement de la porte qui s'ouvrait résonnait dans le silence de la pièce. Eun-ha ouvrit les yeux. Elle était au lit. Gary entra dans sa chambre. La servante était heureuse que la jeune femme ait repris ses esprits. Elle a placé un plateau avec un bol à côté de la jeune fille et a dit qu'elle avait passé 5 jours entiers au lit. Eun-ha n'y croyait pas immédiatement. Gary le pensait. Elle a insisté sur le fait que la jeune femme ne se souvenait de rien, même si je me réveillais de temps en temps. La femme de chambre lui a demandé comment elle se sentait. La fille a répondu qu'elle allait déjà bien. Soudain, son regard tomba sur la table à proximité et sur les différentes friandises qui se trouvaient près de son lit. Eun-ha a demandé ce qu'il y avait là. La servante a admis que c'était l'ordre du maître. Il ordonna de préparer quelque chose pour nourrir la fille à son réveil. Se penchant brusquement vers la jeune femme, Gary dit qu'en fait, pendant que Chong-Gi-soo était malade, le monsieur était à ses côtés jour et nuit. Il s'est avéré que l'homme ne donnait pas seulement des médicaments, mais il a également emmené la fille au bain public pour la laver. À ces mots, la jeune femme frémit de souvenirs. Des mots calmes me sont venus à l'esprit. L'homme a dit que la jeune fille devrait connaître sa patience à ce moment-là, même s'il brûlait d'envie de poser ses lèvres sur elle. Eun-ha ne pouvait pas croire que cela lui arrivait réellement. Elle était assise sur le lit. La jeune fille toucha nerveusement son visage avec sa main. La jeune femme essayait de se convaincre que c'était un rêve. Juste un rêve. Eun-ha marmonna doucement que même si elle rêvait, c'était toujours extrêmement inapproprié et scandaleux. La servante était assise en face de la jeune fille. Elle n'a pas entendu les paroles douces et a demandé ce qu'elle avait dit. Eun-ha a assuré qu'elle n'avait rien dit d'important. Changeant de sujet, la jeune femme a demandé comment allait Horim. Est-ce que tout va bien pour lui? Gary était surprise de se souvenir du gars. Mais elle a répondu que le gardien allait bien et qu'il courait désormais partout. Soudain, la servante écarquilla les yeux et se souvint qu'elle avait presque oublié quelque chose. Elle avait quelque chose caché sous son tablier. Elle remit une lettre à la jeune femme. La jeune fille a demandé ce que c'était, et Gary a répondu qu'il y a quelque temps, une personne s'est présentée comme propriétaire d'une librairie et lui a remis un message. Eun-ha a deviné qu'il s'agissait d'Aju Si-song. Mais pourquoi il était venu n'était pas clair pour la jeune fille. Elle commença à lire la lettre et fut très surprise. L'homme était sûr que depuis qu'elle était dans sa résidence personnelle, elle savait à peine ce qui se passait.
Il a demandé à ne pas être trop surpris par la nouvelle. Il y avait des rumeurs selon lesquelles quelque chose était arrivé à Byulgam Cho-yeon-ho, qui voulait faire de Lee Yeon une concubine. Après quoi il devint eunuque. Ah Ju-si-son a entendu sa femme provoquer du tumulte hier soir. Elle tirait inlassablement les cheveux de Gi-sang-young. Sur la place du marché, le jeune maître Yoon poursuivait une personne qui se dirigeait quelque part. Elle a mis ses vêtements d'extérieur par-dessus sa tête pour cacher son visage. Le jeune homme tourna brusquement la jeune fille vers lui. Elle a crié de surprise. Le peignoir a glissé de ma tête. Le jeune maître reconnut la personne. Il ne doutait même pas de son identité. Ki Sang-young se tenait devant lui. Elle était effrayée et confuse. Des rougeurs et des égratignures étaient visibles sur le visage. La jeune fille fut surprise par le jeune homme. Le jeune homme a posé une question sur les blessures au visage. Il a précisé que cela avait été fait par l'épouse de Belgam. Ki Sang resta silencieux. Le jeune maître regarda attentivement Sir Eun-ha. Il se retourna brusquement et ordonna à la jeune fille de le suivre. La porte de la maison claqua derrière eux avec un grand bruit. La lampe éclairait doucement la pièce. La jeune fille se tourna vers le jeune maître. Il a apporté le jisung chez lui. Lee Young lui a rappelé que s'il découvrait cela, il aurait des ennuis. Elle a enlevé ses vêtements de dessus, ce qui lui a permis de cacher son visage et ses cheveux. Le jeune homme a demandé s'il ressemblait à une personne facilement blessée par les rumeurs. Il se tourna vers la jeune fille et lui dit que Belgam était un bâtard, et qu'il avait 7 enfants et 5 concubines. Le jeune maître demanda ce que sa mère avait dit à la jeune fille. A-t-elle menacé? Peut-être qu'elle a dit que Buyon ne s'intéresserait plus à elle, et ainsi elle en fera une concubine ailleurs. La jeune fille a écouté toutes les questions et les a posées au jeune maître, car il ne s'inquiétait pas pour elle. Mais pour Eun-ha, baissant la tête, la jeune fille a poursuivi qu'après avoir été dans cette situation, sa sœur ferait n'importe quoi pour gagner plus d'argent. Le jeune maître était d'accord avec elle. Il a admis que c'est pour cette raison que sa colère ne peut pas s'apaiser. Ki Sang-young était stupéfait par ses aveux. Le jeune homme s'est approché de la jeune fille et lui a demandé si ce n'était pas de sa faute si tout s'était passé ainsi. Des pas résonnaient bruyamment dans le silence de la pièce. Il a commencé à reprocher à la jeune fille non seulement de ne pas avoir gardé sa sœur près d'elle, mais elle décide de se lancer dans le vif du sujet et de devenir Ji-sang. Le jeune maître attrapa la jeune fille par les épaules. Il a dit que peu importe les efforts de sa mère pour la persuader de vendre son corps, elle aurait dû attendre qu'il les sauve tous les deux. Sir Eun-ha a admis que Madame Eng-soo savait tout. Donc le jeune maître devrait cesser d'être aussi imprudent. La jeune fille n'autorisait même pas l'idée qu'un homme de naissance noble puisse admirer un roturier. Le jeune homme lui serra les épaules avec force. Ki Sang a continué en disant que s'il se souciait vraiment d'Eun-ha, alors la fille lui avait demandé d'oublier ses sentiments. Le jeune maître s'est emporté. Il a ordonné à la jeune fille de s'arrêter. Le jeune homme a admis qu'Eun-ha vivait dans son cœur depuis son plus jeune âge. Ayant décidé qu'il voulait s'approprier la fille, il lui apprit à lire et à écrire. Il souhaitait qu'à l'avenir elle puisse être adoptée par une famille noble. Tenant fermement sa sœur Eun-ha par les épaules, le jeune homme expira avec colère que 10 ans s'étaient écoulés depuis. Alors, même si elle n'ose pas lui parler de telles choses, les larmes contenues se figèrent dans les yeux de la grande fille. Il a assuré que la jeune fille ressemblait exactement à sa sœur. Et puis il déposa un baiser sur ses lèvres. Ki Sang a pleuré silencieusement jusqu'à ce que le jeune maître la laisse partir. Lee Young a répondu que, comme maintenant, le maître pouvait continuer à la détester. Elle y était habituée, car toute sa vie elle avait été confrontée à l'indignation et au ressentiment. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle n'était pas assez bien. Mais malgré cela, elle souhaitait de tout son cœur qu'Eun-hp devienne une fille digne. Le jeune maître proposa de prendre la place de sa sœur. Puisque ses sentiments pourraient causer des ennuis à la jeune beauté, Lee Yeon pourrait remplacer sa sœur et accepter la situation. La fille voulait répondre à quelque chose. Mais le jeune maître lui prit la main et la porta à sa poitrine. Et il lui a demandé de se déshabiller et de prouver sa sincérité avec son corps. Alors peut-être qu'il pourrait oublier Eun-ha.